Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, sur le thème cette fois-ci de la retraite donc internationale entre la France et les États-Unis. Nous allons aborder aujourd'hui à la fois les problématiques de retraite française, américaine et sa fiscalité. Et nous avons aujourd'hui donc trois intervenants. Premièrement, nous avons Philippe Plantadi de la société Nouvelle Vie qui va aborder les problématiques franco-françaises et également des implications américaines de la retraite, de sécurité sociale. Nous avons également Olivier Sureau du cabinet Jade Fiducial, avec toutes ces problématiques fiscales et comptables internationales entre la France et les États-Unis. Et moi-même, Alexandre Quentin, du cabinet USA France Financials, qui va adresser les problématiques de retraite américaine. Donc pour ce faire, on va commencer aujourd'hui par Philippe Plantadi, qui va commencer sa présentation. À l'issue de sa présentation, il va pouvoir adresser certaines de vos questions, quelques questions pour lesquelles il va répondre directement. Puis ce sera au tour de Olivier Sureau, puis mon tour de faire ma présentation. Et après ma présentation et celle d'Olivier, vous pourrez également poser vos questions sur ces problématiques à la fois américaines et fiscales. Et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Il y aura un replay à l'issue de ce webinaire. Donc, si nous n'avons pas eu la chance de répondre à vos questions, n'hésitez pas à contacter les intervenants et nous nous ferons un plaisir de pouvoir y répondre. C'est maintenant que je laisse la parole à Philippe Plantadi pour nous parler donc de retraite de sécurité sociale franco-américaine. À très vite. Bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir à cette réunion qui est organisée par l'Union des Français de l'étranger. Donc, je vais vous parler des retraites françaises et américaines, des retraites de sécurité sociale. Il existe différents régimes en France au niveau des retraites. Il y a 42 régimes de retraite en France. Chaque catégorie socio-professionnelle a son régime de retraite avec un régime de base et un régime complémentaire. Sur cette diapositive, vous avez le régime le plus important des 42 régimes en France, celui des salariés. Donc avec le régime de base qui est géré par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et en région les CARSAT, où l'âge d'ouverture des droits, le premier âge d'ouverture des droits est de 62 ans. Donc vous pouvez percevoir vos retraites françaises à partir de 62 ans et vous avez un âge du taux plein garanti à 67 ans. Alors le taux plein, c'est quoi? Le taux plein, c'est la possibilité de percevoir vos retraites françaises sans abattement, les droits que vous avez acquis en France sans abattement à partir de 62 ans ou entre 62 et 67 ans, à condition de remplir une durée totale d'activité. Cette durée totale d'activité, elle est définie en fonction de votre année de naissance. On passe progressivement de 165 à 172 trimestres à justifier. On va le voir dans une diapositive suivante. Et donc, vous pourrez, si vous remplissez cette condition, percevoir vos retraites françaises, base et complémentaires, sans abattement, dès 62 ans ou entre 62 et 67 ans. À 67 ans, cette notion de durée totale d'activité n'existe plus. Vous percevez vos droits, quelle que soit la carrière globale que vous avez. Il existe également une possibilité de percevoir ces retraites à partir de 60 ans dans le cadre des carrières longues. Les régimes de retraite complémentaires sont des régimes en points sur lesquels vous avez une totalisation des points acquis multipliée par une valeur de service. En termes de règles de calcul, on va se, on va se servir des droits que vous avez acquis en France pendant vos activités en France. On va définir pour le régime de base plusieurs éléments de calcul. Le premier, c'est un salaire moyen des revenus que vous avez eus en France. Donc, on va extraire les années que vous avez eues en France. La règle, c'est 25 meilleures années, mais si vous n'avez pas 25 ans en France, on va prendre toutes les années que vous avez eues en France, revaloriser en euros d'aujourd'hui, divisé par le nombre d'années pour obtenir un salaire annuel moyen. Ensuite, on va déterminer un taux de liquidation. Le taux, il est défini en fonction de votre carrière globale et du nombre de trimestres total que vous avez acquis entre la France et potentiellement un pays qui a signé une convention de sécurité sociale en France. Donc le taux maximum que vous pouvez avoir, il est de 50%. Ensuite, vous avez une proratisation qui est faite en fonction du nombre de trimestres cotisés en France, divisé par l'assurance, le nombre de trimestres que vous devez justifier en fonction de votre année de naissance. Donc ça, c'est le calcul de la retraite du régime de base. Il y a des incidences avec la situation familiale, notamment si vous avez eu des enfants, vous aurez des majorations qui seront effectivement euh, euh,
ajouter des trimestres qui seront ajoutés à votre durée de carrière, ainsi que, une pension de réversion qui est versée à votre conjoint survivant à la condition que vous soyez mariés. C'est le seul régime matrimonial qui est reconnu. Au niveau de la, retraite complémentaire, vous avez un calcul plus simple. On prend le nombre de points que vous avez acquis pendant, votre carrière en France, multiplié par la valeur de service et vous avez le montant de votre retraite annuelle. Pour chaque retraite complémentaire, on fera cette opération. Vous avez une bonification financière sur le régime de base et les retraites complémentaires si vous avez eu 3 enfants et plus. Au niveau des retraites complémentaires, des salariés, il y a eu une fusion des régimes entre ARCO et AGIRC, employés et cadres, au 1er janvier 2019. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus qu'un seul régime avec une seule valeur de service, une seule valeur d'acquisition. Et vous avez l'application d'un bonus-malus temporaire pour vous dissuader de prendre vos retraites complémentaires en même temps que le régime de base, si vous partez au taux plein entre 62 et 67 ans. La pension de réversion est également versée, pour les retraites complémentaires sous condition d'âge et de mariage. Idem que pour le régime de base. Le mariage ou le remariage du conjoint ferme ou suspend le versement d'une retraite, d'une rente de réversion. Vous avez sur cette diapositive le nombre de trimestres que vous devez justifier en fonction de votre année de naissance. Vous avez sur la gauche les années de naissance, 55, 57, 58, 60 jusqu'à 1973. 62 ans, c'est le premier âge d'ouverture des droits. Pour avoir vos retraites à taux plein entre 62 et 67 ans, vous avez le nombre de trimestres que vous devez justifier. Quelqu'un qui est né en 1958 devra justifier de 167 trimestres d'assurance pour percevoir ses retraites françaises à taux plein entre 62 et 67 ans. La retraite américaine, les États-Unis et la France ont signé un accord de sécurité sociale, une convention bilatérale de sécurité sociale. Donc, cette convention va vous permettre de percevoir une retraite française et américaine dans les meilleures conditions possibles. La retraite américaine, vous avez un âge d'ouverture des droits. Le premier âge de perception, c'est 62 ans. Pour percevoir une retraite de la Social Security américaine, il faut que vous justifiez de 40 crédits, 40 trimestres d'exercice aux États-Unis. Grâce à la Convention de sécurité sociale, si vous n'avez pas atteint ces 40 crédits, vous pourrez consolider cette période de 40 trimestres entre la France et les États-Unis. Donc c'est le premier avantage de la Convention de sécurité sociale. Vous allez voir après qu'il y a d'autres avantages également à l'application de cette convention. En revanche, si vous avez moins de 6 crédits, moins de 6 trimestres de validés aux États-Unis, vous ne pourrez pas percevoir de retraite de la Social Security, même avec la Convention de sécurité sociale. Le full retirement age était à progressivement reculé à 67 ans. Donc aujourd'hui, pour l'âge du taux plein aux États-Unis, on passe progressivement de 66 à 67 ans pour tous les assurés, toutes les personnes qui sont nées à partir de 1960. Donc si vous voulez anticiper la perception de votre retraite avant 67 ans, vous allez avoir une décote. À titre indicatif, elle est de 25% pour une anticipation de 48 mois. En revanche, si vous voulez faire de la bonification, vous avez la possibilité de différer votre demande de retraite américaine entre 67 et 70 ans et vous percevrez à ce moment-là 8% de bonification pour une année complète et c'est calculé au prorata du nombre de mois. Vous cotisez aux États-Unis sur un revenu maximum de 147 000 en 2022 et le montant maximum de la retraite de la Social Security pour une personne qui a cotisé 35 ans aux États-Unis avec des revenus au plafond annuel de cotisation de l'assiette maximale chaque année est de 40 140 par an. Aux États-Unis, la Social Security applique un mécanisme qui vise à diminuer le montant de votre retraite américaine qui s'appelle le WEP, le Windfall Elimination Provision. Donc ce WEP, il vise à diminuer votre retraite américaine si vous percevez une retraite d'un autre pays ou d'un autre organisme. Donc cette diminution, elle a un impact maximum de 6 144 dollars cette année en 2022 et elle est proportionnelle au montant de la retraite que vous percevez d'un autre pays. Donc ce web, vous pouvez y échapper de deux façons. La première, c'est d'avoir plus de 30 ans de substantial earning aux États-Unis. Grosso modo, plus de 30 années de cotisation aux États-Unis dans les substantial earning de cotisation à la Social Security. Donc, si vous avez cette durée atteinte, vous n'aurez pas l'application du web. La deuxième façon
d'échapper au web, c'est de demander le bénéfice d'une retraite soit française, soit américaine, dans le cadre de la Convention de sécurité sociale franco-américaine. Donc, si cette convention, elle est appliquée pour vous ouvrir un droit côté France ou côté États-Unis, le web ne s'appliquera pas au calcul de votre retraite américaine quand vous la demanderez. Donc, deuxième avantage de la Social Security, c'est effectivement d'échapper à cette diminution de votre retraite américaine. Si vous demandez votre retraite française ou votre retraite américaine sans faire application de la convention de sécurité sociale, vous ne pourrez pas effectivement vous prévaloir et de la convention et donc vous aurez automatiquement l'application du web. Donc il faut vraiment bien étudier votre situation quand vous envisagez de percevoir vos rentes côté France, côté États-Unis et de bien appliquer dans le cadre de la convention de sécurité sociale franco-américaine. L'impact d'une expatriation. Quand on arrive dans un pays à l'étranger, on a plusieurs statuts possibles, enfin 2 principalement, celui de salarié détaché. Donc dans ce cas-là, votre entreprise continue à cotiser pour vous en France, donc pas d'impact au niveau de vos droits, ou alors vous êtes en contrat local. Donc, quand on calcule votre durée de carrière pour vous ouvrir un droit à taux plein à partir de 62 ans en France, de quel trimestre on va prendre en compte? Tous les trimestres que vous avez acquis par vos activités en France, que vous soyez salarié, fonctionnaire, indépendant, tous ces trimestres rentreront en ligne de compte dans cette durée de carrière. Tous les trimestres que vous avez également acquis pendant des périodes de détachement à l'étranger, si vous êtes parti plusieurs fois en détachement à l'étranger, votre employeur ou vos employeurs ont cotisé pour vous en France, donc ces trimestres seront pris en compte dans votre durée totale d'activité. Si vous avez cotisé volontairement dans un des régimes des Français de l'étranger, CFE ou Sécurité sociale des indépendants, les trimestres seront également pris en compte. Et enfin, si vous avez travaillé dans un pays qui a signé une convention de sécurité sociale avec la France, comme c'est le cas aux États-Unis, ces périodes seront prises en compte également dans votre durée de carrière. Mais faites attention, on ne peut pas se prévaloir de plusieurs conventions de sécurité sociale. Donc, dans ce cas, on va vous appliquer, si vous avez travaillé dans des pays où il y a, dans plusieurs pays avec une convention avec la France, on vous appliquera la convention la plus favorable. Sur cette diapositive, vous avez 4 cas de figure, 4 personnes qui sont nées la même année, qui doivent justifier de 168 trimestres et qui ont acquis chacun 100 trimestres en France. Le premier cas, un cas européen, c'est un cas un peu exceptionnel parce qu'on a une convention européenne qui est une convention multi-pays. Donc dans ce cas-là, on va tenir compte de toutes les activités que vous avez exercées dans tous les pays d'Europe. Donc cette personne a travaillé 100 trimestres en France, 54 trimestres en Suisse, 14 en Italie. Pas de problème, on additionne les trimestres des 3 pays. On arrive bien aux 168 trimestres pour avoir les retraites à taux plein. Aucune incidence sur les retraites françaises, ni bases, ni complémentaires. Deuxième cas de figure, une personne qui a toujours 100 trimestres en France, 54 trimestres en Suisse et ensuite 14 trimestres aux États-Unis. Donc on a bien une convention avec la Suisse et une convention avec les États-Unis. On ne peut pas se prévaloir des deux. Donc, on va éliminer la convention la moins favorable pour cette personne. Donc, elle va avoir l'écrêtement de 14 trimestres et un abattement de 17,5% sur ses compléments, sur ses retraites de base en France et 14,5% sur sa complémentaire Arco-Agirc. Donc la solution pour cette personne, quand elle est partie en Suisse, ça aurait été de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger pour valider les 14 trimestres en France. Autre cas exceptionnel, France 100 trimestres, 48 aux États-Unis, 20 au Brésil. On a un régime exceptionnel dans la mesure où ces 3 pays sont liés par des conventions et la convention brésilienne, qui est une convention récente, accepte la prise en compte d'un État tiers. Donc dans ce cas de figure, on va pouvoir prendre en compte les 3 pays et donc pour Michel, il n'y aura pas d'impact sur ses retraites françaises. Enfin, la France a signé 37 conventions. Donc bon nombre de pays n'ont pas de convention de sécurité sociale avec la France. C'est le cas de la Chine. Donc dans le cas de Nathalie, 28 trimestres en Chine ne seront pas pris en compte. C'est le cas également plus proche de vous aux États-Unis, du Mexique. Donc ces pays n'ont pas signé de convention. Donc vous avez l'abattement maximum à partir de 20 trimestres, 25% sur le régime de base et 22% sur les retraites complémentaires. Donc c'est vraiment important quand vous travaillez sur votre reconstitution de carrière, d'aller à la chasse au trimestre. Vous avez des sites qui existent. Vous avez le site de la Social Security, ssc.gov, et le site français www.l'assurance-retraite.fr qui vont vous permettre d'avoir de la visibilité sur votre carrière et de pouvoir anticiper les choses.
Sur cette diapositive, on a repris les principales questions que nous posent les Français qui résident à l'étranger. On fait des réunions partout dans le monde. La semaine dernière, j'étais à Montréal pour faire une réunion en présentiel. J'en ferai prochainement une à New York. Donc, les principales questions, c'est est-ce que j'ai intérêt à cotiser de façon volontaire auprès des régimes des Français de l'étranger? Donc, vous avez vu dans les cas de figure qu'on a vus juste avant que la cotisation des Français de l'étranger peut, dans des régimes des Français de l'étranger, peut s'avérer intéressante, notamment si votre carrière vous emmène à quitter les États-Unis et que vous partiez dans un pays qui est signataire d'une autre convention ou qui n'a pas de convention. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Le rachat de trimestre est un mécanisme intéressant, mais un mécanisme onéreux. Un trimestre vaut entre 3 500 et 5 000 euros. Donc vous allez pouvoir racheter des trimestres en France, 12 trimestres maximum pour année d'études ou année incomplète. Mais si vous rachetez 12 trimestres à 5 000 euros, ça vous fait tout de suite une grosse somme à sortir. Si vous manque 20 trimestres pour avoir vos retraites, vous aurez toujours l'application d'une minoration. Donc, ça ne fait pas de rentabilité, ça ne fait pas d'intérêt financier à cette opération. En revanche, si vous manque 2 ou 3 trimestres, l'intérêt à ce moment-là sera doux parce que vous allez racheter des trimestres dans le régime de base et avoir une bonification et un taux plein dans le régime de base et également dans les retraites complémentaires parce que les retraites complémentaires s'alignent sur le régime de base. Est-ce que je pourrais percevoir mes retraites et continuer à travailler? Pas de souci là-dessus. On peut percevoir ses retraites françaises, continuer à avoir une activité aux États-Unis et percevoir sa retraite américaine à 67 ans. Donc, dans bon nombre de cas de nos clients, ils demandent leur retraite, ils perçoivent leur retraite à partir de 62 ans, avec un taux plein ou un taux minoré dans certains cas. Ils poursuivent leur activité aux États-Unis et à 67 ans, ils font valoir leurs droits à la Social Security américaine. Quelle sera ma date optimale de liquidation? Vous avez vu qu'en fonction du curseur, on a la possibilité, dans certains cas, pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt, de percevoir leur retraite à 60 ans. Donc, on a un premier âge, ensuite 62 ans pour le gros des personnes qui demandent leur retraite, et entre eux jusqu'à 67 ans. Donc, le curseur varie en fonction de votre situation personnelle et surtout aussi en fonction de comment vous envisagez votre fin d'activité professionnelle. Quelle sera ma couverture maladie lors de la retraite? La crise sanitaire nous a mis face à cette problématique. Donc, vous pourrez percevoir une retraite française et bénéficier d'une couverture maladie en France tout en gardant votre résidence principale aux États-Unis si vous justifiez de 60 trimestres d'assurance en France. Donc, encore une bonne raison de travailler en amont pour consolider votre carrière française et internationale et de voir si cette condition de 60 trimestres, elle est remplie. Si elle n'est pas remplie et qu'il vous manque peu de trimestres, il existe des solutions pour pouvoir compléter et pouvoir ainsi bénéficier d'une couverture maladie en France tout en gardant votre résidence principale aux États-Unis. Quand on connaît le prix de la santé aux États-Unis, avoir une carte vitale et la possibilité de rentrer en France pour se faire soigner, ça n'a pas de prix. Quel trimestre compte dans les calculs de mes retraites? On l'a vu. Pour calculer votre retraite française, on tiendra compte de vos périodes d'activité en France, des trimestres et des revenus français. Pour calculer votre retraite américaine, on tiendra compte de vos périodes d'activité, de vos crédits aux États-Unis et de vos revenus d'activité américains. Est-ce que je pourrais percevoir mes retraites françaises si je réside à l'étranger? Pas de problème là-dessus, pas de condition de territorialité ni de nationalité. Donc vous pouvez percevoir vos retraites françaises, quel que soit le lieu de votre résidence. Vous pouvez les faire verser sur des comptes en euros ou en dollars. Le cabinet Nouvelle Vie Retraite que je représente ce soir est un cabinet d'une société indépendante de conseil, de prestation de services. Nous exerçons depuis 1986 et donc nous accompagnons l'ensemble des Français qui résident à l'étranger dans la connaissance et dans la consolidation de leurs droits à retraite. Donc notre équipe, aujourd'hui composée de 35 personnes, euh, travaille sur tous les continents et nous avons acquis l'expertise effectivement des 42 régimes de retraite français mais également de bon nombre de régimes européens. Nous savons calculer les retraites anglaises, belges, allemandes, suisses, italiennes, espagnoles. Nous savons également calculer bien évidemment la retraite de la Social Security, la retraite québécoise, la retraite du Canada, la retraite japonaise. Aujourd'hui, nos équipes parlent plus de 7 langues, donc nous sommes en mesure d'échanger et de travailler avec des dossiers dans différents pays, pour des clients qui vivent aux 4 coins du monde.
Donc nous rencontrons nos clients à 2 moments dans leur vie. Principalement la première, c'est quand ils ont besoin de visibilité sur leur retraite, de manière à ce qu'ils puissent, avoir, cette capacité à planifier leur retraite. Donc cette planification, Nouvelle Vie leur apporte la première pierre à l'édifice qui va consister à avoir de la visibilité sur, comment ça va se passer pour percevoir les retraites, à quel âge je vais pouvoir les percevoir, les retraites de sécurité sociale, à quel âge je vais pouvoir percevoir, combien j'aurai. On étudiera également les possibilités d'optimisation, comme le rachat de trimestres, la cotisation volontaire dans un des régimes des Français de l'étranger pour augmenter le montant de la pension ou pour bénéficier d'une assurance maladie en France si on réside hors de France ou hors d'Europe. Donc tous ces points euh, seront étudiés de manière à ce que, vous ayez une visibilité sur comment ça va se passer et que vous puissiez ensuite prendre les décisions sur, comment organiser votre fin de parcours professionnel et avoir les meilleurs revenus au moment de la retraite. Le deuxième moment où on intervient pour, dans la vie de nos clients, c'est quand ils sont en âge de percevoir leur retraite. Donc à ce moment-là, nous prenons en charge l'ensemble des démarches administratives, pour que nos clients puissent bénéficier du paiement de leur pension. Donc quand on prend un dossier en charge pour quelqu'un qui réside aux États-Unis, on prend en charge le dossier dès le départ. Donc on initie la demande auprès de la Social Security, dans le cadre de la convention de sécurité sociale, parce que vous demandez vos retraites françaises à partir du pays dans lequel vous résidez, donc depuis les États-Unis auprès du régime local. Et ensuite, il y a une consolidation et des échanges qui se font entre les deux pays, de manière à ce que les régimes français vous versent votre retraite française, base et complémentaire. Donc notre accompagnement, il est total. On prend en charge l'ensemble des démarches administratives de A à Z jusqu'à ce que vous ayez les versements de vos pensions françaises sur, vos comptes bancaires, que ce soit un compte en euros ou un compte en dollars. Donc pour ça, vous avez un expert qui est en charge de votre dossier, qui vous accompagne au quotidien. C'est un travail collaboratif, on a besoin de vous parce que les régimes, vont vous envoyer des courriers. Ils n'acceptent pas toujours d'échanger avec nous. Donc, c'est le client qui reçoit les courriers, qui nous les transfère, de manière à ce que nous puissions ensuite nous apporter les réponses et envoyer toutes les demandes qui sont nécessaires à la liquidation d'un dossier, de retraite, en France depuis l'étranger. Donc pour ces 2 prestations qu'on a redétaillées, sur cette diapositive, nous fonctionnons sous forme d'honoraires forfaitaires, qui sont des honoraires qui sont calculés en début de mission, qui dépendent des attentes que vous avez, de la complexité de votre dossier, du nombre de pays, dans lesquels vous avez travaillé et donc nous calculons, un devis d'honoraires qui est définitif à partir du moment où la mission est, à contour fixe. Donc ces honoraires sont facturés en 3 échéances. Il y a 50 qui est versé en début de mission, ensuite la moitié qui est versée dans le courant de l'étude et le solde, une fois que la prestation est complètement réalisée. Et donc, vous avez cet accompagnement de A à Z, que ce soit dans un bilan qui vous aide à planifier ou dans une prise en charge des démarches de retraite. Alors, voici mes coordonnées. J'ai ce soir, survolé les retraites parce qu'habituellement on fait des présentations qui rentrent beaucoup plus dans le détail. J'en ferai une prochainement donc à New York et je serai sur New York les 5, 6 et 7 décembre. Donc si vous souhaitez me rencontrer, notez mon numéro de téléphone qui est renvoyé automatiquement sur mon cellulaire, mon adresse email. Si vous souhaitez me rencontrer, ce sera avec plaisir. On vous conviendra d'un rendez-vous, sur New York City et donc à ce moment-là, on prendra le temps de discuter de votre parcours. Les rendez-vous sont gratuits, sans engagement et donc ça vous permettra donc d'avoir, un premier entretien, et qui permettra de consolider votre situation. Donc si vous souhaitez également, assister à la réunion que je ferai donc, à New York le 5 décembre, au soir, n'hésitez pas à m'envoyer un email de manière à ce que je puisse vous, adresser un lien pour vous inscrire et qu'on vous communique le lieu où se déroulera la réunion. Et donc cette réunion sera également organisée par l'UFE, de New York avec son président local.
Donc là, je vais prendre, quelques questions. J'espère ne pas avoir été trop long. Est-ce que Christophe, vous pouvez m'afficher quelques questions? Comment on procède? Alors, je vais prendre une première question. J'ai Valérie: «Je suis expatriée, mais je cotise à la sécurité sociale américaine. Mes trimestres travaillés aux États-Unis seront-ils comptabilisés pour ma retraite américaine?» Alors oui, vos trimestres américains serviront à calculer votre retraite américaine exclusivement. En revanche, ils sont pris en compte dans votre durée totale d'activité. Donc, pour vous définir, si vous remplissez la condition du taux plein, pour vous permettre de bénéficier de vos retraites françaises, à taux plein ou à taux minoré à partir de 60, 62 ou entre 62 et 67 ans. Donc votre consolidation, elle va se faire sur les 2 pays et à ce moment-là, vous allez pouvoir effectivement faire varier le curseur et peut-être remplir la condition du taux plein en France à 62 ans, continuer votre activité aux États-Unis afin que la Social Security vous calcule votre retraite sur les droits acquis aux États-Unis sur vos périodes d'activité aux États-Unis. Marjorie pose la question: «Si je compte rentrer en France, pourrais-je toucher la retraite américaine?» Que mon départ des États-Unis se passe avant ou après avoir atteint l'âge de départ en retraite. Alors oui, Marjorie, vous pourrez percevoir votre retraite américaine, que vous ayez perçu la retraite américaine avant ou après votre départ. Dans tous les cas de figure, vous devrez demander votre retraite américaine dans le pays dans lequel vous résidez au moment de la demande. Donc, si c'est aux États-Unis, vous adresserez directement à la Social Security en application de la Convention de sécurité sociale franco-américaine. Si vous résidez en France à ce moment-là, vous passerez par la sécurité sociale française qui fera la liaison avec la Social Security pour que la convention soit appliquée. Et à ce moment-là, la Social Security américaine reviendra vers vous pour liquider et vous verser votre retraite. Tricia, vous parlez de partir de 1955, mais si vous êtes né avant, de 1955, toutes les personnes qui sont nées avant 1955, le plus gros sont déjà retraités et les personnes qui sont nées en 1955, je pense que c'est, tableau-là, doivent justifier, d'un nombre de trimestres légèrement 165 trimestres le plus souvent. Mais voilà, il faut vous baser effectivement sur cette durée d'activité. Mais 1955, vous allez atteindre bientôt l'âge du taux plein automatique, donc la notion de durée de trimestre ne sera plus en vigueur pour vous, Tricia. François, dans le cas où on a travaillé seulement aux US, mais on veut prendre sa retraite en France en tant que résidence principale, a-t-on accès à l'assurance maladie française? Alors oui, tout à l'heure, je vous parlais d'une condition de 60 trimestres pour bénéficier d'une assurance maladie. Vous avez cette condition uniquement si vous résidez aux États-Unis ou hors d'Europe. Si vous résidez en France, la notion de 60 trimestres ne s'applique pas et à ce moment-là, à partir de 3 mois de présence sur le territoire, vous pouvez bénéficier d'une couverture maladie avec paiement de cotisation sur la base des revenus que vous avez, mais à ce moment-là, vous serez couvert par l'assurance maladie en France, même si l'ensemble de votre carrière a été réalisé aux États-Unis. C'est la condition de résidence à ce moment-là principale qui va primer. Vous serez couvert à ce moment-là par l'assurance maladie. Vous devrez faire des démarches auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de votre département et à ce titre, vous pourrez être couvert par la sécurité sociale française euh, en France. Alors, on me dit une dernière question. Alors, les sites dont je vous parlais, j'ai plusieurs questions sur les sites. Donc, il y a un site, c'est le site de la Social Security, c'est www.ssa.gov. Donc là, vous allez avoir accès à votre compte personnel, enfin, vous allez ouvrir un compte personnel sur le site de la Social Security américaine et vous allez pouvoir accéder à un full earning record qui va vous reprendre toutes les années que vous avez cotisé aux États-Unis. Vous pourrez avoir accès à un simulateur qui n'est pas toujours très fiable parce que ça tient compte de paramètres qu'on ne peut pas faire varier, mais ça vous donne une indication. Vous avez également pour les retraites françaises un site qui s'appelle www.l'assurance-retraite-toutattaché.fr et là, avec votre numéro de sécurité sociale français, vous pouvez
créer un compte. Votre numéro de sécurité sociale français reste valable même si vous êtes parti depuis longtemps pour la retraite, pas pour la maladie, mais pour la retraite. Donc, vous pouvez vous créer un compte. Et alors, une dernière question. Nous avons 4 enfants. Mon mari peut utiliser les crédits pour sa retraite. Non, les trimestres pour enfants, si vos enfants ont plus de 4 ans, les trimestres seront uniquement donnés à la maman. En revanche, la bonification financière sera accordée au père et à la mère. Donc, la bonification financière, c'est une bonification de 10% sur vos retraites du régime de base et de 10% de vos retraites complémentaires avec un plafond à 2 192 € pour cette année. Donc, effectivement, mais les trimestres, en l'occurrence, si vos enfants ils ont plus de 4 ans, seront automatiquement donnés à la maman. Alors voilà, j'ai atteint mon temps imparti. N'hésitez pas à m'adresser par email l'ensemble des questions que vous souhaitez me poser. Si vous souhaitez me rencontrer, je vous le répète, je serai sur New York pendant 3 jours, les 5, 6 et 7 décembre. Donc n'hésitez pas à me demander un rendez-vous, ça sera avec plaisir qu'on pourra se rencontrer. Et voilà, je reste à votre écoute et je passe la main à Olivier Sureau, le fondateur du groupe Jet Fiducial, qui va vous parler de la fiscalité des retraites françaises et américaines. À toi, Olivier, et merci à tous. Merci beaucoup, Philippe. Un grand merci pour ta présentation. Merci. Je vois que vous êtes très nombreux à participer. Vous venez d'un peu partout. Donc, un grand merci à vous pour votre présence. Donc, moi, je vais vous parler de fiscalité des retraites franco-américaines. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible dans un délai assez court puisqu'on n'a plus beaucoup de temps qui nous reste et il faut qu'Alexandre s'y passe. Donc, je répondrai à vos questions à la fin sur la fiscalité franco-américaine en fonction des situations où vous êtes. Donc, je vais vous faire cette petite présentation. Quand on parle de fiscalité entre la France et les États-Unis, il faut tout d'abord se référer aux conventions fiscales. Nous avons des conventions fiscales qui ont été conclues entre la France et les États-Unis et on en a 3, enfin même 4 qui ont été conclues entre la France et les États-Unis. La première, celle dont je vais parler aujourd'hui, qui concerne l'impôt sur le revenu. C'est cette convention, ce qu'on appelle de non-double imposition, qui, elle, régit la fiscalité des retraites. Et le dernier amendement de cette convention fiscale concerne justement la taxation des retraites franco-américaines dans le cadre de la convention fiscale. Donc, c'est une très bonne convention. Autre convention fiscale, c'est la convention sur les successions et donations. On en reparlera dans d'autres séminaires avec l'UFE. Mais ça, c'est une très, très bonne convention fiscale qui a été conclue entre nos deux pays, entre la France et les États-Unis. Troisième accord, c'est la sécurité sociale, donc qui régit ce dont vient de parler essentiellement Philippe, l'application des trimestres de retraite entre la France et les États-Unis. Et enfin, l'accord FATCA, dont beaucoup de gens ont dû entendre parler, certains d'entre vous, que vous habitiez en France ou aux États-Unis, qui, elle régit l'obligation en fait, des banques françaises de déclarer un certain nombre de comptes en banque que détiennent des résidents fiscaux américains en France et dans les autres pays qui ont conclu un accord FATCA avec les États-Unis. Donc, quand on parle de fiscalité des retraites, Philippe vous a défini les retraites, retraite française, retraite américaine. Les retraites françaises, on parle des retraites de régime de base. Retraite américaine, on parle des retraites de régime de base, mais des retraites complémentaires, comme 401k, IRA. En France, on va vous parler des régimes complémentaires, les régimes complémentaires à caractère obligatoire essentiellement au niveau des retraites. Première chose où il faut faire très attention quand on parle de retraite, surtout quand on a des avoirs en France, ne confondez pas retraite et placement. Attention, et trop souvent, beaucoup de gens disent « j'ai une retraite en France, j'ai une assurance vie en France, j'ai un plan d'épargne entreprise en France ». Attention, pour le fisc américain, et d'ailleurs de façon générale, ce sont des outils de placement et non pas des outils de retraite. Donc, par conséquent, le point de vue du fisc américain pour ce type de placement, c'est comme si vous aviez des portefeuilles de placement, par exemple des portefeuilles titres, ce qu'on appelle des brokerage accounts, des securities. Donc, si vous avez des assurances vie françaises, même si elles sont assujetties à un régime d'exonération en France, malheureusement, si vous êtes résident fisco-américain, vous êtes taxé sur les revenus mondiaux, tous les revenus générés dans le cadre d'une assurance vie française doivent être taxés aux États-Unis chaque année, même si elles sont réinvesties, par exemple des intérêts dans un fonds euro, il faut les déclarer aux États-Unis, il faut payer un impôt sur ses revenus. Et en plus, dans le cadre des accords fiscaux FATCA et FBAR, il faut les déclarer dans ces formulaires fiscaux. Attention, vous exposez à des pénalités qui peuvent aller parfois jusqu'à 100% du montant que vous avez oublié de déclarer. J'ai une assurance vie française en France de 100 000 €. Je ne l'ai jamais déclaré aux États-Unis, même si je n'ai pas de revenus.
potentiellement, je peux avoir une pénalité qui va jusqu'à 100 000 euros. Vous allez me dire, oui, mais j'ai aucun revenu. Peu importe. C'est une obligation, c'est ce qu'on appelle de la compliance. Pareil pour les plans d'épargne d'entreprise. Attention, même si ce sont des outils défiscalisés en France, vous êtes résident fisco-américain et vous devez donc déclarer les revenus de ces plans chaque année et déclarer également les montants que vous détenez dans ces plans dans les formulaires FBAR et FATCA. Donc, bien attention à cette première un petit peu, erreur qu'on fait souvent. Maintenant, quand on parle de fiscalité des retraites, il faut se référer à la convention fiscale de l'impôt sur le revenu, qui a été conclue en 1994, amendée à plusieurs reprises, dont le dernier mandat date de 2009. Et il faut se référer à un article dans cette convention fiscale, c'est l'article 18. Qu'est-ce qu'il dit l'article 18 ? Les produits de retraite sont taxables uniquement et exclusivement dans le lieu de cotisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je vais vous donner des cas de figure, mais il va falloir que je regarde où j'ai cotisé dans le cas de cette retraite. Et c'est le lieu de cotisation qui va définir mon lieu d'imposition. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment c'est très important cela. Donc ça, c'est l'article 18 et il y a un de la convention fiscale. Et le paragraphe 2 donne d'autres avantages fiscaux, notamment par exemple si vous venez vous déménager de France vers les États-Unis ou inversement, des États-Unis vers la France, et que vous continuez à cotiser un système de retraite, donc dans ce cadre-là, si vous habitez en France, vous déménagez aux États-Unis, vous continuez à cotiser au système de retraite français, le fisc américain, grâce à la convention fiscale, va vous autoriser à déduire les cotisations retraite françaises de vos revenus américains dans les mêmes limites que nous avons aux États-Unis, dans le cadre, par exemple, des plans de type 401k. Donc, ce sera dans les mêmes limites de déduction fiscale. Ça, c'est un avantage fiscal important. En revanche, cet avantage-là s'arrête dès lors qu'on commence à avoir ce qu'on appelle une carte verte aux États-Unis, qu'on est résident permanent. On n'a plus cet avantage fiscal. Mais, tant qu'on ne l'a pas, on a cet avantage fiscal qui est quand même assez important. Donc maintenant, je me mets dans le premier cas de figure, c'est que vous êtes résident fisco-américain au moment où vous prenez votre retraite, ou citoyen américain. Parce que n'oubliez pas, dans le cadre de ce qu'on appelle la saving clause, lorsque je suis citoyen américain, peu importe où j'habite dans le monde, je reste fiscalisé sur mes revenus mondiaux aux États-Unis et redevable de mes impôts aux États-Unis. Donc l'article 18 de la Convention fiscale dit, si vous avez des retraites françaises, vous avez cotisé en France. Eh bien, même si vous êtes résident fisco-américain, grâce à l'article 18 de la Convention fiscale, vous n'êtes taxable qu'en France. Vous allez me dire, oui, mais normalement, quand je suis résident fiscal américain, je dois déclarer mes revenus mondiaux. Et si j'ai payé ma tranche d'imposition française est inférieure à ma tranche d'imposition américaine, je dois payer le complément aux États-Unis. Eh bien non, dans le cas de la convention fiscale pour les retraites, ce principe de saving clause ne s'applique pas. C'est-à-dire que le fisc américain ne peut pas vous demander de payer un impôt aux États-Unis sur vos retraites françaises, même si votre impôt français est inférieur à un impôt américain. On va vous donner un exemple. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai cotisé en France, je vais être taxé en France. En France, on va avoir deux schémas de taxation, enfin deux steps de taxation. Premier step, en tant que non-résident, j'ai une retenue à source qui va s'appliquer sur les retraites que je reçois tous les mois. Ça, c'est ce que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, tout en bas. Donc, jusqu'à 15 000 euros, quoi qu'il arrive, je ne paie pas d'impôt en France et c'est libératoire. Je n'en paierai jamais, le fisc français ne me demande pas de payer. Donc, imaginez, demain, je touche 15 000 euros de retraite française. La France va me dire, vous êtes en dessous des tranches d'impôt en tant que non-résident, vous ne payez pas d'impôt. Et le fisc américain ne pourra pas vous dire, même si avec d'autres revenus aux États-Unis, que votre tranche d'impôt est de 30%, ne va pas pouvoir prendre ces 15 000 euros, les déclarer aux États-Unis et vous demander un impôt complémentaire. Là, c'est une exonération totale. De la même façon, même si vous avez des retraites, regardez bien, de 15 000 à 44 000 euros, 12% d'impôt. Donc, ça veut dire que demain, je touche 44 000 euros de retraite en France. Je paie en moyenne un impôt de, on va dire 8%, parce que jusqu'à 15 000 euros, je ne paie pas. De 15 000 à 44 000, je paie 12%. Tout ça, c'est libératoire. Ça veut dire que le fisc français ne peut pas me demander plus d'impôts. C'est le seul impôt que je paierai. Même si j'ai payé 8% d'impôt sur ces 44 000 euros en France, aux États-Unis, pas d'imposition et ces revenus ne rentrent même pas dans le calcul de ma tranche d'imposition. J'ai vu tellement de gens depuis 20 ans payer un impôt sur les retraites et suite à ce genre de conférence, faire des amended et me dire « Ah, mais super, j'ai récupéré beaucoup d'impôts » parce que c'est un avantage. On a tendance à vouloir bien faire les choses, à se dire « Ben non, je dois déclarer ces retraites françaises sur ma déclaration américaine puisque je suis imposé sur mes revenus mondiaux. » Eh ben non, grâce à la convention fiscale, j'en suis exonéré et je n'ai pas besoin de le rentrer dans le calcul de ma tranche d'imposition. C'est un des rares cas de la convention fiscale où ces revenus n'ont pas besoin d'être intégrés aux États-Unis. Attention, je dis bien attention,
c'est uniquement au niveau fédéral. Vous êtes résident d'un État. Les États, la moitié des États aux États-Unis ne reconnaissent pas les conventions fiscales. Ça veut dire que, par exemple, vous êtes dans un État comme la Californie. Malheureusement, en Californie, même si au niveau fédéral, vous n'êtes pas taxable, la Californie va vous dire vos retraites françaises, il faut les déclarer en Californie et payer un impôt en Californie. Et en plus, je ne pourrais pas déduire de crédit d'impôt pour un impôt que j'aurais payé à l'étranger. Donc attention, ce dont on parle là, c'est la fiscalité fédérale. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, à gauche, jusqu'à 12% de retenue à source, c'est libératoire, je ne paierai pas d'impôt. Tout ce qui sera au-dessus de 44 000 euros, je vais avoir une retenue à source de 20%. Mais dans un deuxième temps, je vais devoir faire ma déclaration fiscale en France pour rajouter à ces revenus de retraite les autres revenus qui éventuellement seraient taxables en France en tant que non-résident, par exemple des revenus locatifs. Et là, on calculera un impôt définitif. Si je reste en dessous de 26 000 euros, sur la partie supérieure, quand je dis 26 000 euros, c'est au-dessus de 44 000 euros. Sur la partie qui est supérieure de 44 000 euros jusqu'à 26 000 euros, je vais payer 20%. Au-delà de 26 000 euros, je serai à 30% pour la partie supérieure sur ma déclaration fiscale d'impôt sur le revenu. Maintenant, je touche des retraites américaines, je suis résident américain. Là, c'est facile. Lieu de cotisation, de toute façon, c'est aux États-Unis. Donc, je suis résident fiscal américain. Je suis taxé aux États-Unis sur ces retraites. Donc, quoi qu'il arrive, je suis taxable aux États-Unis. La France n'a rien à me demander puisque je suis non résident fiscal français. Et donc, par conséquent, je n'ai pas d'impôt à payer sur mes retraites américaines puisque je n'habite pas en France, je ne suis pas résident fiscal français. Pensez bien aux avantages fiscaux quand on est aux États-Unis. Alexandre en parlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'avantages fiscaux qu'on a, comme des 401k, des SEP, des IRA ou des Defined Benefit Plans et autres, qui vous donnent des avantages fiscaux. Et souvent, on se dit, oui, mais moi, je suis aux États-Unis que 2 ans. Oui, mais 2 ans, alors parfois, on se dit ça, puis au bout de 15 ans, on est encore là, on n'a rien fait. Mais même quand on est là pour 200, ce sont des retraites par capitalisation. Donc, vous mettez l'argent, vous récupérerez un jour. Donc, ce n'est pas de l'argent perdu. Et en plus, cela vous donne droit à des déductions fiscales quand vous êtes résident fiscaux américain. Donc, même si vous êtes là pour une courte durée, ne pensez pas à vous dire « je suis là que 2 ans, j'ai le temps ». Non, il y a des avantages fiscaux qui existent aux États-Unis. Et de la même façon, même pour la France, d'ailleurs, quand on est dans l'autre cas, pensez-y et ne pensez pas qu'on est là que pour une courte période parce que parfois, on est là pour longtemps. Et puis, voilà, on est là au bout de 20 ans, on est encore là et on n'a rien fait. Donc, important de le faire. Maintenant, vous êtes résident fiscaux français. Vous dites, moi, je veux partir vivre en France au moment de ma retraite, ou vous êtes déjà retraité en France. Comment sont taxées mes retraites américaines et françaises? Donc, n'oubliez pas toujours lieu de cotisation. Donc, retraite française, c'est facile. Mes retraites françaises sont taxables en lieu de cotisation, en l'occurrence en France. Donc, en France, elles vont être assujetties à des prélèvements sociaux, ce qu'on appelle la CSG-CRDS, qui vont aller de 3,8 à 9,1, mais en règle générale, c'est plutôt 9,1%. Et à cela se rajoutera l'impôt sur le revenu, que vous voyez tout en bas de l'écran. Vous avez les tranches d'imposition de l'impôt sur le revenu qui vont jusqu'à 45% en France. Produit de retraite américaine, lieu de cotisation, taxable aux États-Unis. Donc, les retraites seront taxables aux États-Unis. Mais la différence que ce que je vous évoquais tout à l'heure dans la situation inverse, où mes retraites françaises, je n'avais pas besoin de les mettre dans le calcul de ma tranche d'imposition aux États-Unis. Là, malheureusement, même dans le cas des conventions fiscales, en droit interne français, on doit déclarer ces retraites américaines, même si elles sont exonérées d'impôt sur le revenu en France, pour calculer sa tranche d'imposition sur ces autres revenus français. Donc, ça peut avoir une incidence, vos retraites américaines en France, uniquement sur le taux d'imposition qui va s'appliquer, votre calcul de votre taux moyen, qui vont s'appliquer sur vos autres revenus, essentiellement, on va dire français. D'accord ? Mais je ne paierai jamais d'impôt en France sur mes retraites américaines. Je suis exonéré d'impôt, mais je vais devoir quand même les insérer pour calculer mon impôt, ma tranche d'imposition qui vont s'appliquer en France sur mes autres revenus en retraite américaine. Bien penser à cela. Aux États-Unis, si vous n'êtes pas citoyen américain, donc vous n'avez pas de passeport, vous serez non-résident fiscaux américain, donc on aura une retenue à la source qui va s'appliquer aux États-Unis sur vos retraites américaines. Tout ce qui est Social Security, ce sera une retenue à la source de 30%, qui sera, elle, ce qu'on appelle libératoire. Donc, vous ne paierez pas plus d'impôts, mais pas moins. En revanche, sur tous les autres produits complémentaires, type 401k ou IRA, traditionnel, vous aurez une retenue à source de 30%, mais dans un second temps, vous allez déposer une déclaration de non-résident aux États-Unis, comme ce que vous faites quand aujourd'hui on a un salaire. On va vous calculer votre impôt définitif, et si vous avez trop payé, on vous remboursera le différentiel. Ça, ce sera sur les revenus de type 401k ou autre. Bien évidemment, si vous êtes non-résident fiscaux américains. Et après, on peut se retrouver dans une situation très particulière dans le cas des retraites. Et c'est là où on oublie souvent, et ce sera souvent ma conclusion. Attention, certains d'entre vous, vous allez vous dire,
bon, moi, je veux quitter les États-Unis, quand je prendrai ma retraite, je ne m'enquiquine pas, je rends mon passeport américain ou ma carte verte. Il y a une notion aux États-Unis qui existe, hein, ce sont les notions d'expatriate et de cover expatriate. Donc, un expatriate, c'est quoi? C'est une personne titulaire du passeport américain ou d'une carte verte qu'on détient depuis plus de 8 ans, important, hein, le seuil des 8 ans, une année écoulée, tu l'as entamée, et qui décide de rendre cette carte verte. Donc, elle est pour le fisc américain un expatriate. À cela, on va regarder, est-ce que cet expatriate est redevable de payer une exit tax, hein, ce qu'on appelle aux États-Unis une expatriation tax. Donc, on va regarder, est-ce que cet expatriate est considéré comme un cover d'expatriate. Et on va regarder un certain nombre de critères. Donc, notamment, on va regarder quel est l'impôt moyen que vous payez au cours des 5 dernières années précédentes où vous rendez votre passeport, votre carte verte. Si votre impôt moyen est supérieur à 173 000 $ par an en moyenne, vous êtes cover d'expatriate, mais c'est un impôt, hein, je ne parle pas de revenus, donc déjà, il faut les atteindre. Deuxième critère, si le premier critère n'est pas atteint, on va regarder votre patrimoine mondial. Et là, le patrimoine mondial, il s'atteint plus facilement. Pourquoi? Parce qu'on va regarder votre net worth, si elle est supérieure à 2 millions de $. Dans le net worth, on va prendre les maisons, l'immobilier que vous avez en France, aux États-Unis ou ailleurs, le patrimoine financier que vous avez en France, aux États-Unis ou ailleurs. Et dans ce patrimoine, on y inclut les retraites accumulées. Hein, retraites américaines, françaises, les retraites cumulées. Donc finalement, ces 2 millions de $, on peut les atteindre assez facilement, le fait d'insérer ces retraites dans ce calcul d'exit tax. Donc 2 millions, c'est par personne, donc quand vous êtes un couple, ça fait 4 millions. Donc si je dépasse les 2 millions de $, le fisc américain va me dire, pour nous, c'est comme si vous liquidiez votre patrimoine. OK, vous rendez votre passeport américain, votre carte verte, mais vous devez payer une exit tax. Et dans l'exit tax, on va accélérer, on va considérer que vous touchez au moment où vous rendez ce passeport, on va considérer que vous liquidez votre patrimoine. Donc, on va considérer que vous vendez votre patrimoine immobilier, on va calculer votre plus-value, et on va considérer que vous liquidez vos retraites. Même si vous me dites, oui, mais Olivier, je n'ai pas atteint l'âge des retraites, puisque normalement, en retraite, notamment à 401(k) Watch, je dois attendre 59 ans et demi. Elle m'a dit, non, non. Pour nous, c'est comme si vous liquidiez vos retraites, on va vous demander de payer un impôt. Donc, dans certains types de placements, on peut demander un sursis d'imposition. Mais attention, on va accélérer le paiement. Et ça, souvent, on oublie quand on veut rendre son passeport ou sa carte verte et qu'on veut rentrer en France, on oublie ses conséquences fiscales d'exit tax, mais également, pour la petite aparté, faites attention, puisque si vous avez des enfants qui, eux, décident de rester sur le sol américain, hein, c'est-à-dire que vous avez des enfants qui disent, vous décidez de rentrer, mais nous, on veut rester, et qui sont américains, si c'est toutes les donations futures que vous leur verserez, si vous êtes considéré comme cover d'expatriate, vos enfants seront devables de payer un impôt sur les donations et successions aux États-Unis, et ce, à vie, et avec un abattement quasiment minime, presque réduit. Donc attention, ça, ce n'est pas le sujet du jour, on en fera d'autres conférences par rapport à cela, mais attention si vous décidez de vendre votre passeport américain, votre carte verte, l'incidence que cela a quand on a des retraites, hein, ça peut accélérer, ça peut vous donner, vous pouvez rentrer dans le champ d'application de l'expatriation tax, mais également, ça peut du coup faire accélérer votre paiement sur ces retraites accumulées. Donc, attention à cela. Également aussi, hein, sachez aussi que quand on parle de succession et donation, quand on parle de son patrimoine, on y inclut également les retraites. Hein. Si un jour vous se passe quelque chose, faites attention également en termes d'impôts sur les successions et donations, que ce soit en France ou aux États-Unis, faites attention, on y insère aussi ce patrimoine-là. Donc là aussi, pensez bien à la global picture, comme on dit, sur cette partie-là. Pour conclure, les formulaires à remplir, connaissez bien tous les formulaires à remplir dans le cadre des retraites. Aux États-Unis, vous avez des formulaires qui sont un qui est facultatif dans le cadre de la convention fiscale, c'est le formulaire 88-33, parce que dans le cadre des retraites, il n'est pas obligatoire d'invoquer la convention fiscale, même si vous l'appliquez de fait, mais on recommande quand même de le faire, toujours. Le formulaire FATCA, je vous l'évoquais tout à l'heure, le 89-38, quand on a des retraites, on a un actif financier, on doit déclarer ses plans de retraite dans ce formulaire FATCA si vous dépassez les seuils d'application de ce formulaire FATCA. Il faut bien les déclarer. Également les FBAR, hein, si vous avez des actifs financiers, des comptes en banque, mais des placements financiers en France de type complémentaire ou privé, il faut le déclarer sur le formulaire FBAR également. Ça, c'est du côté américain chaque année. Du côté français, il faut faire votre déclaration d'impôt sur le revenu. Alors, même quand vous êtes non-résident fiscaux français, vous allez devoir déposer une déclaration, ce qu'on appelle le formulaire 2042. Mais si vous avez été assujetti, ce qui est souvent le cas, à une retenue à source en tant que non-résident, il faut également compléter le formulaire 2041E dans lequel vous allez lister toutes les retraites que vous avez avec les retenues à source qui ont été appliquées, même si elles n'ont pas eu assujetti de retenue à source. Mais ce formulaire est très important parce que si vous ne le faites pas, le fisc français va vous taxer d'office au minimum à 20% sur l'intégralité de vos retraites. Donc attention à bien penser à remplir ce formulaire 2041E. Le centre des impôts des non-résidents, il est indiqué sur cette adresse, hein,
Ils sont assez réactifs. Vous pouvez poser des questions. Souvent, ils sont très réactifs, qui est situé à Noisy-le-Grand. Donc ça, pensez bien un petit peu à toute cette partie-là pour les retraites. J'essaie d'être le plus synthétique possible. Sachez donc que nous avons 12 bureaux aux États-Unis et un bureau en France. Moindre question, nous pouvons vous aider. Effectuer des déclarations fiscales, que ce soit en France ou aux États-Unis, on peut vous aider ou vous apporter du conseil dans tout type d'opérations, que ce soit des opérations de donation, vous avez besoin de conseils fiscaux, de succession ou une opération fiscale particulière. Nous sommes là pour vous assister. Nous avons des experts comptables français, américains, un avocat fiscaliste également en interne dans notre cabinet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai mis notre site internet et notre email ici, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et là, maintenant, je vais passer la parole à Alexandre. Je reviendrai avec vous tout à l'heure pour vous poser toutes les questions au niveau de la fiscalité, toutes celles que je peux. Et donc, Alexandre va enchaîner maintenant sur sa présentation et on reviendra pour vous poser vos questions à la fin. Merci beaucoup. Absolument. Merci, Olivier. Justement, à ce titre, Olivier mentionnait la succession, la donation. Si vous êtes dans la région du Texas, nous serons, Olivier et moi-même, présents du 5 au 9 décembre pour parler succession-donation. On vous invite évidemment à nous rejoindre en direct. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, je vais adresser de mon côté la retraite donc américaine. Nous sommes résidents fiscaux américains aujourd'hui. Cela nous ouvre des opportunités patrimoniales. Et on va voir comment, ensemble, aujourd'hui, on va pouvoir mettre en place un certain nombre de mesures qui fait qu'on va pouvoir se mettre dans une bien meilleure position. En quelques mots sur notre cabinet à USA France Financials, nous sommes une équipe de 15 personnes. Nous sommes basés à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et nous permettons aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leur problématique financière. Donc ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale et de placement. Tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier, on est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Donc pour aujourd'hui, lançons-nous dans le vif du sujet et parlons de stratégie patrimoniale pour pouvoir avoir la meilleure retraite possible. Donc, tout d'abord, parlons de retraite et de stratégie patrimoniale dite que j'appellerais à la française, classique. Nous avons tous été, d'une certaine manière, éduqués d'une certaine manière, de pouvoir construire son patrimoine. Et elle est évoquée ici à l'écran. Comme vous pouvez le voir, l'idée, généralement, c'est de se dire on va essayer d'accumuler un maximum de patrimoine durant notre phase d'accumulation. On travaille, on peut mettre de l'argent de côté. Et ce patrimoine-là, on va essayer de le diversifier. Avoir du cash à la banque, avoir un compte de retraite, avoir de l'immobilier, des comptes financiers et autres. On va augmenter sa valeur patrimoniale que l'on va diversifier. Puis un jour, on va se dire, avec ce patrimoine-là, comment est-ce que je vais pouvoir optimiser mes revenus de retraite? Donc, généralement, on va essayer de garder son patrimoine le plus sûr possible, acheter de l'immobilier, de pouvoir être rentier potentiellement de cet immobilier-là et de vivre de ses revenus, d'augmenter les loyers peut-être chaque année pour faire face à l'inflation. Et ainsi, un jour, ce qui restera sera passé à la génération future, par exemple. Donc, accumulation de richesses, vivre des revenus du patrimoine et laisser ce patrimoine-là à la génération future. Je pense que vous me suivez au niveau de la stratégie. C'est généralement la stratégie la meilleure stratégie à mettre en place en France. Mais la problématique de ce type de stratégie, c'est que si le but du jeu, c'est de garder le style de vie, malheureusement, cette stratégie est vouée à l'échec. Elle est vaine. Je peux croiser les doigts autant que je veux à mes parents, par exemple, qui sont basés en France, qui sont exactement dans cette stratégie-là. Et malheureusement, si leur but du jeu, ce sera de garder le style de vie, ça va être extrêmement compliqué avec une stratégie de la sorte. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas le choix et c'est la meilleure stratégie qu'on peut mettre en place en France. L'opportunité que nous avons, c'est d'être ici aux États-Unis. Mais on va voir que pourquoi est-ce que ça va être une difficulté? C'est parce que qu'on le veuille ou non, quand on partira à la retraite, on va faire face à une vingtaine de risques qui vont mettre tellement de pression au quotidien que ça va être extrêmement compliqué. Les 5 risques majeurs, vous voyez ici, j'ai mis 4 risques, dont 2 alinéas en dessous de volatilité. Le premier risque, c'est la longévité. Nous avons la chance de nos jours de pouvoir vivre potentiellement une très longue vie. 20 ans, 30 ans, 40 ans, je l'espère plus, en bonne santé, à la retraite. Et ainsi, l'objectif, ce sera de maintenir le style de vie pendant une très longue période de temps, potentiellement plus d'années que ce que nous avons travaillé. Et ainsi, plus on va être en vie, plus ça va être un coefficient multiplicateur au niveau des autres risques. Le risque numéro 1 étant la longévité. Deuxièmement, c'est l'inflation. Alors, je n'ai pas besoin de vous convaincre, étant donné qu'on vit, on le ressent au quotidien, cette inflation qui est massive. Quand on va au restaurant de nos jours, c'est bien plus élevé qu'il y a encore quelques années. Et il s'agit que notre argent, notre patrimoine puisse augmenter également pour faire face à cette inflation, pour garder
son style de vie. Troisièmement, c'est la taxation. Il faut savoir qu'aux États-Unis, à l'heure où on se parle, on est dans un bas historique au niveau de l'imposition fédérale. Nous sommes à 37% au taux marginal supérieur. Nous étions encore à 3 ans à 39,6%. Nous étions dans les années 70 à 70%. Nous étions à 93% dans les années 30-40. Nous sommes historiquement sur une imposition assez basse au niveau fédéral. On peut s'attendre potentiellement dans les décennies à venir à une augmentation des impôts et ainsi, évidemment, le net qui nous resterait pour notre style de vie serait impacté négativement. Et enfin, c'est la volatilité. C'est le risque que l'on va prendre, mais également l'ordre des rendements. Alors, ce que j'appelle l'ordre des rendements, c'est que tout simplement, quand on commence à se rapprocher de la retraite, qu'on est par exemple, si on souhaite avoir une retraite par exemple à 62 ans, quand on va se rapprocher de cette zone-là, l'ordre des rendements va être absolument fondamental. Par exemple, s'il y a un crash du marché financier à l'âge de 92 ans, cela aura beaucoup moins d'impact que d'avoir un crash du marché financier à 60 ans. Il faut savoir que les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans est la zone la plus dangereuse de toute la planification financière. S'il arrivait quoi que ce soit dans cette zone-là, un crash du marché financier immobilier comme on l'a connu par exemple en 2007-2008, ça viendrait impacter négativement toute notre stratégie patrimoniale pour le reste de notre vie. On aurait pu prendre des décisions aiguisées, avérées pendant les 30 premières années d'accumulation, mais s'il arrivait un fossé énorme dans cette période-là, tout notre style de vie serait impacté négativement in a back-end. Et dernièrement, c'est le risque en lui-même. Combien est-ce qu'on est confortable de pouvoir prendre du risque pour générer ses revenus pour le reste de notre vie? Sur la partie financière, il y a cette société de recherche et d'investissement qui s'appelle Morningstar, qui a fait un white paper, un sujet de recherche à ce sujet, et qui s'est posé la question, combien est-ce que je peux me permettre de mon portefeuille, soit portefeuille de retraite ou financier, simplement pour générer des revenus sur le patrimoine, je peux me permettre pour avoir un certain pourcentage de succès. Ils en sont arrivés à la conclusion, étant donné la volatilité des marchés financiers actuels, qu'il ne faudrait pas prendre plus de 2,89% de notre portefeuille pour avoir 99% de chances de succès. C'est-à-dire que quasiment pour chaque $1 million de côté, on ne générait que $28 000 de revenus taxables, et cela pour le reste de notre vie. Donc on a intérêt à mettre des millions et des millions de côté pour potentiellement garder le style de vie. Évidemment, si on augmente ce taux de retrait de 2,8 à 5% par exemple, 5% n'est pas énorme, mais en augmentant ce taux à 5%, par exemple, chaque million, on prendrait $50 000, et la probabilité de succès descend à 70%. Et si je vous dis que demain, vous avez un vol pour Paris et que vous n'avez que 70% d'arrivée à destination, est-ce que vous prenez le vol? C'est exactement cela, cette problématique de la planification financière. Est-ce que je vais prendre plus de risques potentiellement en phase d'accumulation pour accumuler le plus grand montant sur lequel je pourrais être confortable à 2,8% et ainsi d'être plutôt tranquille en phase de retraite, ou bien je vais peut-être prendre un peu moins de risques ou mettre moins d'argent de côté en phase d'accumulation et devoir prendre plus de risques à la retraite pour garder le style de vie et ainsi potentiellement de se retrouver en situation de difficulté. Elle est là la vraie question. L'avantage et l'opportunité que nous avons, c'est que nous sommes résidents fiscaux américains aujourd'hui. Et nous allons pouvoir changer la donne au niveau de la stratégie patrimoniale que nous allons mettre en place pour pouvoir ne pas se retrouver bloqué dans une stratégie patrimoniale dite à la française. Ou malheureusement, si on continue d'accumuler son patrimoine de cette manière-là, il sera voué à l'échec pour garder le style de vie pour le reste de notre vie. J'ai parlé des 5 risques majeurs, mais je n'ai pas parlé des autres 15 risques, tels que l'augmentation des coûts de la santé et ainsi de suite. L'avantage, c'est que nous avons un lien avec les États-Unis aujourd'hui. Et deuxièmement, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de visibilité, que l'on reparte dans 2 mois, dans 2 ans, dans 5 ans à la retraite, peu importe. Le fait d'avoir un lien avec les États-Unis aujourd'hui nous ouvre des portes patrimoniales. Et ainsi, en les utilisant de manière optimale, on va pouvoir générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Et évidemment, l'ensemble des recommandations que l'on va avoir seront ad hoc à chaque situation, mais on va voir à quoi cela ressemble-t-il. Et en quelques mots, il s'agit tout simplement de pouvoir coupler une stratégie à la fois qu'on appelle de flooring et de bucketing. La stratégie dite à la française, en termes financiers, c'est ce qu'on appelle une stratégie qu'on appelle de probability based. Ça va être basé sur la probabilité de pouvoir générer un certain rendement pendant un certain nombre d'années. Coupler cette stratégie à la française, qui est intrinsèque à la manière dans laquelle on va faire les choses, c'est très bien. Prenons cette stratégie dite à la française, où il y a beaucoup d'avantages, qu'on appelle le probability based, et couplons-la à une stratégie dite de flooring et de bucketing. C'est la combinaison de ces 3 stratégies
qui fait qu'on va pouvoir prendre moins de risques, payer moins d'impôts, générer plus de revenus, tout en générant assez pour la génération future, si on le souhaite. Regardons déjà ce que c'est que ce qu'on appelle une stratégie de flooring. La stratégie de flooring, c'est la compréhension qu'il y a deux types de dépenses dans notre vie. Il y a les dépenses qu'on appelle les dépenses de base, qu'on appelle les dépenses, pour aller se loger, se nourrir, se vêtir, etc. Des dépenses sur lesquelles, qui est très personnel, mais sur lesquelles on se sent confortable. On a tous un chiffre sur lequel, si on a ce montant de revenus qui arrive tous les mois, qu'on va pouvoir dépenser pour nos dépenses de base, on va se sentir confortable. Ça peut être 4 000 $ par mois, ça peut être 10 000, ça peut être 5 000, peu importe, c'est un chiffre très personnel. Si on peut faire en sorte que ce chiffre-là rentre de manière complètement garantie et pour le reste de notre vie, sur ses besoins de base, on va se sentir complètement serein pour le reste de notre vie. Et on va voir ensemble dans une prochaine slide qu'il y a 5 manières, 5 façons de pouvoir générer des revenus garantis pour le reste de notre vie. Et si ce montant match nos revenus de base, on va déjà, se sentir extrêmement confortable. Deuxièmement, pour le reste de notre patrimoine, on va mettre en place une stratégie qu'on appelle bucketing. Alors, pourquoi une stratégie de bucketing? Parce que c'est la réalisation que quand on pense généralement à la retraite, on pense à la retraite d'une seule phase. On se dit, on a une phase d'accumulation, on va essayer d'améliorer son patrimoine un maximum pour pouvoir avoir le meilleur style de vie pour le reste de notre vie à la retraite, qui est d'une seule phase. Mais en fait, la retraite, c'est généralement 3 phases, si tout se passe bien. La première phase, c'est ce qu'on appelle les go-go years. On a la santé, la mobilité, la motricité, on souhaite en profiter. On a peut-être les enfants qui commencent peut-être à avoir des petits-enfants. On souhaite voyager, se faire plaisir et ainsi potentiellement dépenser, ou en tout cas l'espoir de pouvoir dépenser pas mal d'argent. Puis deuxièmement, doucement mais sûrement, on va passer par une zone qu'on appelle les slow-go years. On va perdre en mobilité, en motricité. On va pouvoir moins se déplacer, peut-être se replonger dans les livres ou passer un peu plus de temps devant Netflix. Et ainsi, nos dépenses générales vont baisser petit à petit. Et enfin, malheureusement, la dernière phase de notre vie seront les no-go years, où les pépins de santé vont se développer, on va commencer à être alité, et ainsi les dépenses liées à la santé vont augmenter de manière exponentielle, surtout aux États-Unis. Et donc, en termes de dépenses, à la retraite, on va passer par ces 3 phases, et c'est ce qu'on appelle une courbe du sourire. On va d'abord dépenser plus d'argent dans une première partie, puis un petit peu moins d'argent dans une deuxième, et de nouveau plus d'argent dans une troisième partie, et avec ces problématiques de succession également. Donc l'idée, c'est de pouvoir dédier certaines classes d'actifs ou certains actifs pour une certaine partie de notre vie, et ainsi d'être beaucoup plus optimal. On va voir comment cela va s'articuler. Alors commençons à rentrer déjà dans cette problématique de flooring et adressons dernièrement cette problématique de bucketing pour aujourd'hui. Alors, pour rappel, la problématique de base, c'est qu'on va avoir des dépenses de base sur lesquelles, si on ne les dépense pas, on ne va pas se sentir confortable. Donc l'objectif, c'est d'avoir des revenus garantis pour ce minimum de dépenses. Les 5 manières d'avoir des revenus garantis sont 1. La sécurité sociale française, deuxièmement, la sécurité sociale américaine, les complémentaires de retraite, par exemple français, Agir Carco, quatrièmement, ce qu'on appelle les Defined Benefit Plans. Si vous avez encore la chance de nos jours de pouvoir récupérer des revenus garantis pour le reste de votre vie de par votre employeur, tant mieux. Encore 13% des employeurs ici en ont un. Fin des années 60, c'était 60% des entreprises qui avaient des plans pour leurs employés. Maintenant, c'est plus que 13%. Ça a été remplacé petit à petit par des 401k ou des 403b, qui sont des Defined Contribution Plans. Donc, si vous avez encore la chance d'avoir des pensions qui vous attendent plus tard, tant mieux, ça va servir dans ces revenus garantis pour les autres vies. Et enfin, on peut utiliser ce qu'on appelle des instruments qu'on appelle des annuities et en particulier ce qu'on appelle des income annuities. Ce sont des instruments qui vont vous permettre d'avoir des revenus garantis pour le reste de votre vie. Si le cumul de ces 5 sources de revenus fait que vous avez exactement le montant sur lequel vous êtes confortable, eh bien c'est la première étape. Vous aurez vraiment, vous pouvez voir les choses venir et avec le reste de votre patrimoine, on va être beaucoup plus optimal dans sa présentation. Donc, commençons déjà par rentrer dans le vif du sujet. Donc, je pense que les 4 premiers points sont assez straightforward. Je vais vous expliquer un petit peu en quelques mots ce que c'est qu'une income annuity. Il existe beaucoup d'annuities. Attention aux préjugés. Il existe ce qu'on appelle des capital annuity, buffer annuity, fixed annuity, income annuity. Là, on va juste se focaliser sur ce qu'on appelle une variable income annuity qui vous permet de pouvoir accumuler un certain montant de patrimoine et de pouvoir avoir des revenus garantis pour le reste de votre vie sur celui-ci. Donc, je vais prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a 55 ans
et qui va déposer, par exemple, 100 000 $ au sein d'un income annuity. Un exemple, par exemple, vous êtes chez un employeur, vous avez un 401k, vous avez cumulé de l'argent là-dedans et vous partez de votre employeur. Ou par exemple, prenez votre retraite, vous n'êtes plus avec votre employeur. Vous avez l'opportunité, par exemple, de transférer ce 401k, qui est un programme de retraite par votre employeur, vers ce qu'on appelle un IRA, Individual Retirement Account. Et cet Individual Retirement Account, il n'y aura pas d'impact fiscal lors du changement, mais ça vous permet d'accéder à l'ensemble des possibilités patrimoniales. Un instrument peut potentiellement être un income annuity. Et avec ce montant-là qui serait transféré, maintenant dans cet IRA, on pourra peut-être y mettre ces 100 000 $ en un income annuity. Et alors, certaines compagnies vont vous dire, par exemple, on va vous garantir, par exemple, du x2 sur votre argent en 10 ans. Et ainsi, ces 100 000 $ sont garantis d'augmenter entre 55 et 65 ans à 200 000 $ dans une perspective que ce montant-là minimum soit utilisé pour vous générer des revenus garantis pour le reste de votre vie. Donc, au minimum, ce serait 200 000 $. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 100 000 $ restent investis sur les marchés financiers. Et si le marché financier se porte bien et que vous avez 300 000 ou 400 000, on va prendre 400 000 $ en considération. Si malheureusement le marché financier pendant 10 ans ne se porte pas bien et vous n'êtes plus qu'à 100 000 ou à zéro, on sera garanti au minimum 200 000 $. Et sur la base minimum de ces garanties ou plus, on va pouvoir avoir un revenu garanti pour le reste de notre vie. Pour quelqu'un de l'âge dans 65 ans à l'heure actuelle, les taux actuels sont proches de 6%. Vous pourriez avoir du 6% garanti à vie, quel que soit le nombre d'années que vous vivez, sur la base au minimum de cette garantie, dans cet exemple-là, 200 000 $, ça voudrait dire donc 12 000 $ par an, garantie à vie. Donc, ça voudrait dire 1 000 $ par mois à vie pour le reste de votre vie. C'est ce qu'on appelle le worst case scénario. Si vous aviez 400 000 à 6%, ça vous fait 24 000, 2 000 $ par mois pour le reste de votre vie. Si le marché, entre-temps, était amené à augmenter encore plus, ce serait un montant supérieur, mais il ne sera jamais inférieur à cela. Même si la valeur de votre compte descend à zéro, vous n'avez plus rien, vous continuez à toucher votre rente garantie pour le reste de votre vie. Il y a des avantages évidemment de planification financière, des avantages fiscal. Si on parle de 100 000 $ que vous positionnez directement dans un contrat d'annuité, il y a des avantages fiscaux. Dans toute la phase d'accumulation, il n'y a pas d'impôt à payer. Et le jour où on doit s'acquitter de l'impôt, eh ben, on va pouvoir avoir une partie qui sera considérée comme du capital investi sur lequel on n'a pas payé l'impôt et l'autre partie qui sera considérée comme de l'income sur lequel on va payer de l'impôt, mais ça va être étalé sur l'espérance de vie. Pour un homme, par exemple, de 65 ans, l'espérance de vie est de 83 ans, et donc on va récupérer notre capital sur l'espérance de vie, et donc, imaginons qu'on ait un chèque de 12 000 $ par an qui tombe, on ne paierait de l'impôt potentiellement que sur 5 ou 6 000 $ de ce montant-là. Le reste serait défiscalisé parce que c'est de l'argent qui a déjà été taxé. Donc, avantage de fiscalité, parce qu'on va déférer l'impact fiscal pendant une très longue période de temps, et le jour où on va s'acquitter de l'impôt, on va étaler cela pendant une très longue période de temps également. L'avantage de planification financière, il est triple, c'est que, on va protéger déjà le montant qu'on a mis dedans. Deuxièmement, on va avoir un minimum d'accumulation et en plus, on a tout l'upside potentiel du marché. Et dernièrement, on va avoir maintenant des revenus garantis à vie pour l'ensemble de notre vie. Voilà les avantages de pouvoir coupler l'ensemble de ces revenus garantis avec des instruments qui seraient très intéressants de pouvoir coupler avec nos programmes de retraite qui, de toute manière, ont pour objectif de sortir la retraite. Et juste petit aparté de la fiscalité, imaginez que vous avez un IRA ou un 401k avec beaucoup d'argent accumulé dedans. Si vous sortez un gros montant d'un coup, vous savez que quand vous sortez l'argent d'un 401k normal ou un IRA, chaque dollar que vous sortirez sera taxable sur le revenu. Donc, si vous sortez un gros montant d'un coup, vous n'aurez pas gagné votre pari fiscal. Parce que le seul pari fiscal d'un 401k ou un IRA, c'est de payer moins d'impôts à la retraite que ce que vous contribuez aujourd'hui. Donc, si vous sortez un gros montant à la retraite, vous n'aurez pas gagné votre pari fiscal. Pour gagner votre pari fiscal, l'idée, ce sera de ne sortir qu'un tout petit peu d'argent chaque année. Et si on peut le garantir, par exemple, à 6% à vie, eh ben, on aura gagné à la fois notre pari fiscal et également, on aura beaucoup plus de stabilité dans la planification financière. On vient de voir avec Olivier que même en cas de retour en France, vos revenus de source américaine de retraite, article 18 de la Convention bilatérale, ne seraient taxables qu'aux États-Unis, mais auraient potentiellement un impact, vous mettrez dans un tax bracket plus important peut-être du côté français sur vos revenus de source française. Donc, il y a aussi des avantages fiscaux que vous restiez ou que vous repartiez. Okay. Donc, voilà en quelques mots sur cette problématique de flooring. Et je vais conclure aujourd'hui ma présentation pour vous montrer que coupler à la fois une stratégie de probability-based, stratégie à la française, une stratégie de flooring qu'on vient de voir ensemble, et également la stratégie de bucketing,
va pouvoir vous mettre dans une bien meilleure position. Et il n'est pas trop tard. Nous avons des gens dans notre clientèle qui commencent très tôt, vingtaine, trentaine, qui vont avoir exactement la direction la plus adaptée dès maintenant, parce qu'ils vont prendre des décisions patrimoniales qui seront absolument adaptées le jour où ils seront proches de la retraite. Et l'objectif, c'est que vous soyez en position de force, peu importe les impacts externes à votre planification financière. Un crash du marché financier et ou immobilier, d'un point de vue de la gestion patrimoniale, n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est simplement une nouvelle. Il n'y a que les personnes qui n'ont pas de stratégie proactive en place qui sont potentiellement foulement heurtées par un crash du marché. Il s'agit d'être en position de force quoi qu'il arrive. Et donc, quel que soit votre âge, même si vous êtes à la cinquantaine, surtout si vous êtes à la cinquantaine, mais même si vous êtes déjà à la soixantaine ou plus de 70 ans, il y a des manières de pouvoir optimiser votre stratégie. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Sachez que nous n'avons pas de frais d'honoraires pour une première consultation. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre cas, nous envoyer un email, prendre rendez-vous directement avec nous. Et nous vous ferons un plaisir de prendre le temps nécessaire. Rentrons dans le vif du sujet d'une stratégie patrimoniale dite plus optimale. Reprenons des hypothèses de base, parce que l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer qu'il y a une stratégie qui est plus forte qu'une autre. Donc, pour ce faire, je vais assumer les mêmes variables, qui sont, elles, aléatoires, mais pour pouvoir vous montrer qu'en faisant une comparaison apples to apples, il y a une stratégie qui est plus forte qu'une autre. Donc, je vais assumer quelqu'un qui prend sa retraite, par exemple, à l'âge de 65 ans, peu importe, ça peut être 55, 60, 70, j'assume 65, avec un patrimoine accumulé, en phase d'accumulation, qui est d'un certain montant, qui correspond à 100% du patrimoine. J'ai juste donné un chiffre, je vais prendre $1 million global, mais peu importe. Ça peut être 500 000, ça peut être 10 millions, 50 millions, peu importe. C'est un patrimoine accumulé qu'on va pouvoir nous aider à générer du revenu pour le reste de notre vie. Si nous sommes dans une stratégie à la française, on aura accumulé ce patrimoine, donc par exemple de l'immobilier, du financier, des 401k, du cash à la banque, peut-être on est investi dans des business, etc. Et maintenant, on va vouloir générer des revenus garantis pour le reste de notre vie. Donc, je vais assumer un rendement, je vais peut-être assumer par exemple 5%. Alors, comme on l'a vu ensemble, c'est quand même assez agressif, 5%, mais je peux assumer 7, 3, 2, peu importe. Je vais assumer 5 pour l'exemple. Donc, 5% de $1 million, ça veut dire 50 000 par an. Je vais assumer 20% d'impôts. Je peux assumer 40%, peu importe. Je vais assumer 20%, ça veut dire 4% net. Donc, pour $1 million, 4% net, ça nous fait $40 000 de revenus. Et pour chaque $1 million que j'ai, ce serait donc, si j'ai 2 millions, 80 000 et ainsi de suite. Et je vais faire en sorte, par exemple, si j'ai de l'immobilier, d'augmenter les impôts, les loyers chaque année pour faire face à l'inflation. On a vu qu'à cause des 5 risques majeurs qui sont l'inflation, la longévité, la taxation, l'ordre des rendements et le risque, ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie à l'heure actuelle. Et voilà la stratégie dite à la française. Donc maintenant, l'alternative que l'on va pouvoir avoir à notre disposition, c'est la suivante. Au lieu d'avoir $1 million ici, l'idée c'est d'avoir que $800 000 dans l'ensemble de ces classes d'actifs et d'avoir un autre actif ici, que je vais positionner à hauteur de $200 000, qui correspondrait à peu près à 20% du patrimoine. Et celui-ci, je le mets d'un point de vue visuel indépendant des autres classes d'actifs parce qu'il va jouer un rôle clé qui est indépendant des autres classes d'actifs. Et celui-ci a 3 caractéristiques majeures. 1, cet actif va avoir des revenus qui sont garantis d'augmenter, avec des attentes de 3 à 5% net de frais, net d'impôts, et qui est complètement défiscalisé, que l'on reste aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, on va garder l'ensemble de ces avantages. Donc, je répète, cet actif-là on va le mettre en place de manière optimale avant d'arriver à la retraite. Mais si on y est déjà, on peut toujours le mettre en place. Mais on va, de manière optimale, commencer à le mettre en place en phase d'accumulation. Et c'est ce que j'appellerais ce qu'on appelle du CVLI. Donc, c'est ce qu'on appelle Cash Value Life Insurance. C'est un instrument d'assurance vie américaine qui n'existe ici qu'aux États-Unis, qu'on va pouvoir mettre en place si nous avons un lien avec les États-Unis et qui va nous permettre de pouvoir avoir un impact majeur sur notre stratégie des retraites, que l'on reste ou que l'on reparte. Puisque les 3 caractéristiques, il y en a près d'une douzaine, mais je vais vous donner les 3 majeures dans le cadre de la retraite, c'est qu'il y a un rendement qui est supérieur à l'inflation. On s'attend par exemple en ce moment entre 3 et 5%, net de frais, net d'impôts. Donc 4,5 à 6,5% équivalent. Des garanties d'augmentation et tout cela défiscalisé. Ça grandit défiscalisé et on peut toucher l'argent de manière défiscalisée, peu importe où on est dans le monde. Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est parce qu'en plus d'avoir de l'épargne, on va avoir une assurance décès
qui va s'attacher à l'instrument, qui va venir de manière supérieure, en plus de l'épargne qui, elle, est disponible, qu'on appelle cash value. On aura une assurance décès en plus de cela, qui sera supérieure ou égale à terme à cette épargne qui va grandir et qui va nous permettre de pouvoir donner de l'argent à la génération future, en plus de l'épargne qu'on va pouvoir utiliser. Cette épargne-là est disponible à tout moment, pour n'importe quelle raison, et on va pouvoir l'utiliser durant à la fois la phase d'accumulation, mais également, dans mon exemple ici, la phase de retraite. Comme cet instrument est garanti d'augmenter, eh ben on va pouvoir utiliser, orchestrer de manière optimale l'ensemble de notre stratégie. Si j'assume par exemple qu'entre 65 ans et 85 ans, je vais faire exprès de ne pas toucher à ma CVLI, Cash Value Life Insurance. Je ne vais pas la toucher. Je peux toucher à cet argent à tout moment, mais je vais faire exprès de ne pas le toucher. Entre 65 ans et 85 ans, ces 200 000 $ vont augmenter doucement et sûrement et vont se retrouver avec une valeur d'environ 550 000 $. Et en cas de décès, il y aurait un montant d'environ 750 000 $ tax-free. Si j'ai la garantie d'avoir de l'argent, 550 000 $ tax-free à partir de 85 ans pour tranquillement finir mes vieux jours, bah mes autres 800 000 $ ici, je peux les garder le plus sûr possible et juste vivre des intérêts, comme dans une stratégie à la française, ou bien je vais avoir la liberté d'esprit, ce qu'on appelle le permission slip en anglais, de pouvoir dépenser à la fois le capital et les intérêts de mes actifs accumulés, mon immobilier, mon financier, etc., de dépenser à la fois le capital et les intérêts sur, par exemple, les 20 premières années de ma retraite, parce que je sais que si j'ai dépensé cet argent-là, j'ai 550 000 $ tax-free qui m'attendent pour tranquillement finir mes vieux jours à partir de 85 ans. Et en cas de décès, j'ai 750 000 $ tax-free qui passent à la génération future. Comme j'ai garanti mes 85 ans plus, maintenant j'ai un nombre d'années défini et un montant d'argent défini, au lieu d'avoir un nombre d'années indéfini et de juste vivre du petit robinet des intérêts générés par mon patrimoine. Maintenant, comme j'ai un nombre d'années défini et un montant d'argent défini, je peux avoir une vraie planification proactive pour utiliser à la fois le capital et les intérêts. En quelques mots, faisons les mathématiques. Si par exemple j'ai 800 000 $ et que je divise cela en 20 ans, et je prends juste le capital sur 20 ans, ça veut dire que juste sur le capital, je vais prendre 40 000 $ par an, 800 000 divisé par 20. À cela, je vais associer les intérêts générés. J'ai assumé que les intérêts générés sur mon patrimoine étaient de 4% net. La première année, 4% de 800 000 $, ça me fait 32 000 $ d'intérêt, pour un total de 72 000 $ de revenus. Sur 20 ans, ça nous fait 40 à 60% de revenus supplémentaires. Donc, même si j'ai une problématique d'inflation, si je générais 40 à 60% de revenus supplémentaires avec le même argent, j'ai complètement annihilé cette problématique de l'inflation, puisque je vais pouvoir augmenter tranquillement mes revenus patrimoniaux, mes revenus liés à mon patrimoine et de faire face à l'inflation. Un deuxième avantage, c'est la fiscalité. Sur la première stratégie, entre 50 000 et 40 000, j'aurais payé 10 000 $ en impôts chaque année, et cela pour le reste de ma vie. Et très bon en plus si j'augmente mes revenus liés à ce qui se passe. Si dans la stratégie numéro 2, je commence sur une base de 8 000, j'aurais payé que 8 000 $ la première année. Après 10 ans, j'aurais plus que la moitié, j'aurais payé que 4 000. Et après 20 ans, j'ai plus d'impôts à payer, je me retrouve avec un actif complètement défiscalisé. Si je fais les maths sur les 20 premières années, 20 fois 10 000 dans la stratégie numéro 1, j'aurais payé 200 000 $ en impôts. Alors que la stratégie numéro 2, 20 fois 4 000, j'aurais payé que 80 000. J'ai déjà, dans les 20 premières années, réduit l'impact fiscal de 60%. Peu importe où je vis, peu importe où mes actifs sont localisés. Parce que simplement, comme je vais taper dans le capital, j'ai moins d'intérêts générés et donc je paye moins d'impôts, peu importe où je suis localisé. Et si je suis encore en vie à l'âge de 85 ans, dans la stratégie numéro 1, je vais continuer à payer 10 000 $ par an d'impôts. Alors que dans la stratégie numéro 2, je n'ai plus jamais $1 à sortir lié à cette stratégie patrimoniale que je me retrouve avec un actif complètement sécurisé. Donc petit à petit, je vais annihiler la problématique de la fiscalité. Et enfin, c'est le risque en lui-même. Déjà, au lieu d'avoir 100% à risque, je n'ai que 80%, donc je vais prendre moins de risques. Et deuxièmement, les premiers actifs que je vais dépenser ici, c'est mes actifs les plus risqués. Mes stock options, mes actions, mes obligations, mon immobilier, pour me retrouver dans une situation complètement sécurisée. Je vais prendre beaucoup moins de risques dans cette stratégie-là. Déjà, avec cette stratégie de bucketing, qu'est-ce que j'ai pu réaliser? J'ai généré plus de revenus, j'ai payé beaucoup moins d'impôts, j'ai pris moins de risques et j'ai assuré ma succession. Et je vais finir donc la discussion pour maintenant
tie-in, mettre en place l'ensemble de ces 3 stratégies et finir simplement avec cette problématique de flooring qu'on va ajouter. Donc, au lieu d'avoir 800 000 $ ici, l'idée, c'est d'avoir que 600 000. Et ces 200 000 $ ici seront, par exemple, dans un instrument qu'on a vu ensemble, de Income Annuity. Donc, on a vu qu'à hauteur de 6% de 200 000 $, ça nous générait du 12 000 $ par an pour le reste de notre vie. Si j'ajoute la sécurité sociale française, américaine, Agir, Carco, prenant par exemple 35 000 $ par an, ça nous ferait donc un revenu de 47 000 $ par an pour le reste de notre vie. Si dans votre planification financière, vous avez besoin de 4 000 $ par mois pour vous sentir confortable pour dépenses de base, nous avons réussi que vous auriez à vie 4 000 $ par mois qui rentrent pour le reste de votre vie, quoi qu'il arrive. Et maintenant, dans ce qu'on appelle la stratégie de paycheck, vous avez votre paycheck qui rentre pour le reste de votre vie. Et maintenant, ces 600 000 $ restants ici, c'est ce qu'on appelle le playcheck. C'est le fun money. C'est d'aller voyager, les enfants, les petits-enfants, se faire plaisir. Et surtout, dans les premières années de la retraite, un de mes plus grands mots que j'ai, c'est de voir mes parents avec un patrimoine, avec justement leur retraite évidemment de sécurité sociale française, Agir, etc. Mais un patrimoine sur lequel ils sont, entre guillemets, bloqués de vivre sur les petits intérêts de leur patrimoine pour pouvoir faire face à cette problématique de longévité quand c'est maintenant, c'est au début de leur retraite qu'ils peuvent potentiellement, faire des donations, mais également de pouvoir en profiter un maximum puisqu'ils ont encore la santé, la mobilité, la motricité pour pouvoir en profiter. Et bien là, maintenant, ces 600 000 $ peuvent être dépensés de manière optimale, au-delà de ces 47 000 $ garantis, et les dépenser en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, et ainsi de pouvoir en profiter un maximum dans ces go-go years, et d'en profiter un maximum. Pourquoi ils peuvent se le permettre? Parce qu'ils auront encore ces 4 000 $ par mois qui les attendent pour le reste de leur vie, plus 550 000 $ tax-free pour faire face à ces problématiques de santé, de mobilité, de motricité, et la succession sera assurée derrière. Je finis sur ce graphique. Je vous remercie pour cette attention. Je vais demander à Olivier de venir me rejoindre pour répondre à quelques-unes de vos questions. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez accès directement à mon calendrier ici. Sachez que mon calendrier est déjà très très plein pour cette fin d'année. Si vous ne voyez pas de slot disponible pour pouvoir se parler, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Nous sommes une équipe de 15 personnes. Nous aurons quelqu'un dans notre équipe qui fera le plaisir de prendre rendez-vous avec vous et de bien comprendre votre situation. Et l'ensemble de l'équipe travaille de manière collégiale pour pouvoir vous accompagner. Olivier, je te propose qu'on puisse répondre à quelques questions avant de pouvoir arrêter ce webinaire pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas, si nous n'avons pas répondu à votre question aujourd'hui, de nous envoyer ça par email et on se fera un plaisir de vous assister. Ouais. Je crois qu'il y a une question pour toi, je crois. Là. Très bien. Ça ne dérange pas de lire, Olivier ? Alors, pour un couple, est-ce qu'il faudrait acheter une CVLI par personne ? Alors, excellente question. La réponse est généralement oui. On peut également mettre un CVLI en place pour le couple, mais ce serait plus dans une perspective où la priorité est la succession. Parce que si on les fait sur les deux dans le couple, ce montant passerait à la génération future, puisque ce serait lors du deuxième décès dans le couple que l'argent du death benefit passerait à la génération future. Ce que l'on aime généralement voir de manière optimale, c'est en avoir à la fois sur les deux personnes dans le couple, parce que lors du premier décès, on pourrait avoir ce montant d'assurance décès qui passerait à la personne survivante pour favoriser la fin de vie de la deuxième personne. Et après, lors du décès de cette deuxième personne, ce montant-là passe à la génération future. Sachant qu'à tout moment, si par exemple vous arrivez à un certain âge, tous les deux, et je vous le souhaite à tous, avancer, on pourrait de toute manière à tout moment changer les bénéficiaires pour les deux et mettre directement les enfants. Et si vous êtes au début de la retraite, il est généralement beaucoup plus intéressant dans la planification de mettre l'un et l'autre comme bénéficiaires du contrat pour favoriser que tranquillement l'autre personne de le couple ait la planification financière la plus adaptée et en fin de vie, de directement mettre de toute manière les enfants en direct si on a d'autres actifs qui puissent assurer la fin de vie la deuxième personne survivante dans le couple. Excellente question. Alors, il y avait une question de Anne, mais un peu plus tôt tout à l'heure. Hein, l'enregistrement, oui, il y aura un enregistrement de la présentation. Hein, il y aura un enregistrement. Donc j'essaie de regarder. Il y a beaucoup de choses.
Alors, la question à monsieur, alors je regarde juste une question pour moi. La question à monsieur Sureau a été coupée, je ne peux pas le répondre. La question, il me semble que je n'ai pas besoin de remplir le formulaire 8833 pour mes pensions françaises, SNAV et Agir, qu'il y aurait un waiver. Exactement, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure à la fin de la conférence, c'est-à-dire que le formulaire 8833, nous n'avons pas besoin de le remplir pour invoquer la convention fiscale, même si en général, on recommande de le remplir. Mais la réponse à la question est tout à fait, il n'y a pas d'obligation de le remplir, absolument. Il y a un waiver dans le cadre du Code général des impôts américain. Je vais répondre à la question de Brigitte. Quel type d'annuité démontré dans votre présentation? Garantie double en 10 ans. Le type d'annuité, généralement, pour cette présentation-là, c'est ce qu'on appelle a variable annuity, variable income annuity, où il y a une phase d'accumulation et une phase de retraite. Sachez que c'est juste un seul type. Il y a beaucoup de ce que l'on fait en ce moment qui est ce qu'on appelle des capital annuity avec absolument zéro frais. Qui permet de justement, si on a de l'argent dans un 401k et qu'on transfère un IRA, de réduire les frais, parce que si vous savez que si vous avez un 401k, il y a des frais internes sur les mutual funds qu'on va choisir, et si vous partez de votre employeur, maintenant, quand l'employeur payait pour tous les frais administratifs, en tant qu'ancien employé, c'est maintenant vous qui êtes amené à payer ces frais administratifs. Donc les frais sont assez importants. Ça vous permettrait de réduire drastiquement les frais avec ce qu'on appelle des annuities, et généralement, on peut y ajouter ce qu'on appelle, ou y mettre ce qu'on appelle des capital annuities, avec ou sans ce qu'on appelle un income riders. Et en fait, les 6% que je vous ai mis en revenu garanti peuvent être beaucoup plus élevés. On peut avoir des 7 ou même 8% de revenus garantis. Donc, c'était juste un exemple aujourd'hui de présenter ce qu'on appelle le flooring. Mais évidemment, les recommandations que nous avons sont évidemment ad hoc à chaque situation, que ce soit votre âge et votre stratégie globale. Alors, il y avait une question, gardons le droit de retraite américaine si on décide de ne pas renouveler sa carte verte? Oui. Alors, ça, c'était plus une question pour Philippe, mais oui, on la garde. Hein. De la même façon, si vous cotisez pour un 401k ou autre, hein, ce n'est pas quelque chose de perdu puisque c'est votre argent. Mais c'est le cas également de la Social Security, si bien évidemment, encore une fois, vous avez, vous avez cotisé le nombre de trimestres suffisant. Je te regarde si en même temps d'autres questions, si toi tu en as aussi. Alors, il y avait une question de Marie. Je croyais que les revenus n'étaient pas doublement taxés si on est citoyen. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, Marie. C'est-à-dire que si vous êtes citoyen américain, vous êtes redevable de déclarer vos revenus aux États-Unis. En revanche, grâce à la convention fiscale, tout impôt payé en France fera l'objet d'un crédit d'impôt aux États-Unis, donc n'aura pas de double imposition, mais si l'impôt que vous avez payé en France est inférieur à l'impôt américain, le fisc américain va vous demander de payer le complément. Donc, il n'y a pas de double imposition, mais il peut y avoir une imposition complémentaire à payer du fait que quand on est citoyen américain, peu importe où on habite dans le monde, on reste redevable de ses impôts sur ses revenus mondiaux aux États-Unis. Alors, je vois une question de Anne. Est-ce possible de prendre un cash value life insurance si on a du diabète, par exemple, ou je vais étendre la conversation à des problématiques potentiellement de santé? La réponse est oui. Ce n'est pas potentiellement une problématique, ça va dépendre. Et également, par exemple, on parle des problématiques de HIV également, c'est aussi une possibilité. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs, hein, il y a de nombreuses compagnies d'assurance qui existent ici aux États-Unis. Nous jouons le rôle de broker, c'est-à-dire qu'on se met de votre côté. On va faire cette analyse concurrentielle, voir évidemment votre situation unique et vous trouver le meilleur instrument. C'est un des avantages que nous avons à USA France Financial, c'est que nous avons cette possibilité d'aller avec n'importe quel acteur, de pouvoir savoir exactement ce qui se fait, de comprendre bien votre situation et d'avoir des recommandations ad hoc à votre situation. Et c'est vrai que certaines problématiques de santé peuvent faire qu'on peut être refusé pour ce type d'instrument-là. Le diabète est généralement quelque chose de possible. Donc voilà, que ce soit cela ou l'autre, si vous avez quel que soit le doute, n'hésitez pas à venir nous poser la question, on pourra faire cette analyse pour vous. Il y avait une question de Vanina. Je vis en France et touche ma retraite française depuis mes 62 ans, taux plein, et je vais demander ma retraite américaine. Vais-je payer des impôts aux États-Unis sur ma retraite américaine? Alors, comme je l'ai évoqué, Vanina, oui, tout à fait, parce que vous êtes résident, vous avez cotisé aux États-Unis. Donc, dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine, si vous êtes au-delà des plafonds, bien évidemment, hein, si c'est une petite retraite, vous pourrez être très peu imposable, voire pas du tout imposable aux États-Unis. Mais si vous êtes au-dessus des abattements, en fait, vous serez imposable aux États-Unis sur votre retraite américaine. En revanche, vous ne serez pas taxé en France. Par contre, il faudra déclarer ces revenus, ces retraites américaines sur la déclaration française pour calculer votre taux d'impôt
sur vos autres revenus français, mais vous ne paierez pas d'impôt en France. Donc la réponse est oui, vous êtes redevable de vos impôts aux États-Unis sur les retraites américaines dans le cadre de la convention fiscale, même si vous n'êtes plus résidente fiscale américaine. Olivier, est-ce qu'on a répondu à la question de Christian sur les 15 ans requis pour l'accès à la maladie? Non, on n'a pas répondu à ça. Voilà, ça, c'est Philippe qui avait abordé cela, donc je vais essayer de répondre pour lui. Donc, si vous n'avez pas les 15 ans, c'est au cas où vous n'êtes pas résident fiscal français. Donc, c'est juste cela. Vous pouvez toujours accéder à l'assurance maladie française par la CFE, c'est juste que vous devez la payer directement. Et c'est pas très très cher, hein, by the way. C'est pas très très cher de pouvoir le faire, même si on n'a pas les 15 ans. Si vous avez plus de 15 ans, bah, vous serez automatiquement, donc vous aurez l'assurance vie de maladie. Si vous habitez en France, bah, évidemment, vous aurez accès à l'assurance vie, à l'assurance maladie française. C'est juste au cas où vous restez non résident de France que cela ne s'appliquerait pas de manière automatique. Olivier, on se rejoint là-dessus ? Oui, absolument, tout à fait. Alors, je ne sais même pas si ça n'avait pas été réduit à un moment donné à 10 ans, il me semble, dans le cadre justement pour éviter l'impact. Je me demande si ça n'avait pas été réduit à 10 ans, mais tu as raison. C'est-à-dire que il faut être résident français pour pouvoir bénéficier de la couverture médicale. Si vous êtes non résident, mais que vous avez cotisé à la retraite française, et ben vous êtes, comme tu dis, alors c'est soit 10 ans, soit 15 ans, on est couvert par l'assurance maladie en France, même si on n'y réside pas. Est-ce que la présentation sera partagée? En fait, elle ne sera pas partagée, mais dans le cadre du fait que vous pourrez revisualiser en fait, ces présentations, vous pourrez vous pourrez revoir en fait, les slides et revoir un petit peu tout ça. Regarde si tu as des questions. Est-ce que tu avais répondu à la question sur les annuities? Quid du capital de 100 000? Oui, d'accord. Ah non, excuse-moi, tu peux me le rappeler? Alors, concernant vos questions sur les annuities, quid du capital de 200 000 lors du décès du souscripteur, perdu ou va-t-il aux héritiers? Alors, excellente question. Ce serait pas sur la base ce serait en fait, ce qui irait aux héritiers, c'est la valeur réelle du compte. Donc, si par exemple, il y a l'augmentation du compte, vous avez vu, vous vous rappelez dans le schéma, j'avais parlé d'une valeur de compte. Au minimum, pour le calcul des revenus, ce serait cette valeur de 200 000. C'est pour le calcul à 6%, donc 12 000 $ par an. C'est-à-dire que si on me positionne 100 000 $ maintenant, le worst case scénario dans mon exemple, c'est d'avoir 1 000 $ par mois. Mais on peut avoir plus si le marché fait mieux. Mais si le marché fait moins bien, on aura un minimum ça. Lors du décès, ce sera la valeur réelle du compte, qu'elle soit haute ou basse ou de zéro. C'est la valeur réelle du compte qui passera. Ce n'est pas la valeur de garantie. La valeur de garantie, c'est pour les revenus. La valeur réelle du compte, c'est ce qui se passerait à la génération future. Si vous avez un compte classique et que vous avez de l'argent, il passe avec ce montant-là. Si vous avez un compte de type annuité, dans ce cas-là, ce serait la valeur du compte de la même manière. De la même manière que si vous avez un compte classique, c'est la valeur réelle du compte qui passerait. Mais il y a deux choses entre la valeur réelle et la valeur de garantie. Là, j'ai parlé évidemment de la valeur de garantie et la valeur réelle du compte, c'est celle qui passerait à la génération future. À l'époque, ce type d'instrument-là, vous perdiez cela. Ce n'est plus le cas de nos jours. Ce type d'instrument a beaucoup évolué ces dernières années et sont d'autant plus favorables dans une perspective d'une stratégie patrimoniale optimale. Alors, autre question. Je vais répondre à une question fiscale. Propriétaire d'un terrain constructible exonéré de plus-value en France. Bon, ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais propriétaire d'un terrain constructible exonéré de plus-value en France, doit-il être déclaré aux États-Unis lors de la vente? Alors, si vous êtes résident fisco-américain, oui, malheureusement, c'est l'un des cas de figure où la fiscalité française est plus intéressante que la fiscalité américaine. C'est-à-dire que même si votre plus-value n'est pas taxée en France parce que vous êtes exonéré d'impôt, en tant que résident fiscal américain, vous devez déclarer et payer un impôt sur vos revenus mondiaux, même si c'est un produit exonéré d'impôt en France, ça ne le sera pas aux États-Unis. Donc oui, la plus-value à déclarer aux États-Unis et vous serez assujetti à un impôt, non seulement au niveau fédéral, mais également dans l'État. Si vous êtes dans un État où il y a un impôt sur l'État, dans l'État où vous habitez. Je vois une autre question pour toi, Olivier, qui était tout simplement de reparler un petit peu de la clause libératoire de 30%. Est-ce que tu veux juste refaire un point à la fois sur si tu es résident, par exemple, fiscal français et que tu as des revenus de la sécurité sociale et ou des instruments de retraite américains? Oui, alors, il y a deux cas de figure qu'il faut distinguer. C'est la Social Security, qui est la retraite obligatoire, et les revenus et les retraites à caractère complémentaire, alors non obligatoire, de type 401k ou Traditional IRA. Donc, lorsque vous êtes non-résident fiscaux américain au moment de votre retraite, donc vous habitez en France et vous n'avez pas le passeport américain, vous n'êtes pas résident fiscal américain, donc ce qui va se passer, c'est que la Social Security, dans le cadre de la Social Security, on va vous prendre 30% de retenue à la source et ce sera libératoire. Donc, vous allez payer 30% d'impôt en tant que non-résident sur les retraites de Social Security que vous allez percevoir.
En revanche, sur tout ce qui est 401k ou traditional IRA, donc ce sont les retraites que vous avez cotisées de façon complémentaire pour du travail que vous avez réalisé sur le territoire américain. Là, vous allez avoir une retenue à source de 30%, mais celle-ci ne sera pas libératoire. Ça veut dire que quand vous allez effectuer votre déclaration fiscale américaine, vous allez déclarer ces revenus, ces retraites américaines. On va calculer votre taux d'impôt américain. Par exemple, si on arrive à un impôt de 22%, comme vous avez payé 30%, le fisc américain vous remboursera 8% d'impôt. Un peu comme quand on a un salaire aux États-Unis, un W2, on vous prélève à la source votre salaire, vous déposez votre déclaration fiscale, on calcule votre impôt, et si vous avez trop payé, on vous rembourse. Là, c'est le même principe pour les produits à caractère de type 401k ou Traditional IRA. La fiscalité sera de ce côté-là, mais ce ne sera pas le cas pour la Social Security qui est un prélèvement libératoire. Je vois encore une question, par exemple, de Philippe, et puis on va prendre la dernière de Christian, et on va en rester là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On est là pour y répondre, pour aider l'ensemble de la communauté française ici aux États-Unis. La dernière question que j'ai pour toi, Olivier, avant que je réponde à la dernière de celle de Christian, c'est lors d'un retour en France, comment s'applique la convention bilatérale d'un point de vue fiscal sur la première année si on a passé par exemple 7 mois aux États-Unis et 5 mois en France? Est-ce que je peux parler un petit peu de cette problématique de résidence fiscale? Alors, de savoir alors déjà, il y a deux notions de résidence fiscale qu'il faut connaître aux États-Unis. C'est une première qui va dépendre de votre statut d'immigration, entre guillemets. C'est-à-dire que le fait d'avoir le passeport américain ou une carte verte, vous allez être considéré comme étant résident fiscaux américain, peu importe le nombre de jours que vous habitez. Donc, ça, c'est la première chose. Après, on va regarder votre présence physique, donc où vous passez le plus de temps. Donc, si vous êtes en France ou aux États-Unis, vous passez plus de temps physiquement en France par rapport aux États-Unis, vous serez résident fiscaux français. Vous passez 7 mois en France, 5 mois aux États-Unis, vous serez résident fiscaux français. Maintenant, si vous vous retrouvez dans une situation où vous passez à peu près le même type de temps entre la France et les États-Unis, ou un petit peu plus de temps aux États-Unis qu'en France, attention, la notion de résidence fiscale en France est un petit peu différente de celle qu'on a aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas uniquement la présence physique, on va regarder votre patrimoine, vos revenus et votre foyer d'habitation. Sachant que quand on a une convention fiscale qui va nous éviter d'avoir 2 résidences fiscales. Le seul cas où on peut avoir 2 résidences fiscales, c'est quand on a un passeport américain où, même si vous pouvez être résident fiscaux français, vous serez automatiquement considéré comme étant résident fiscaux américain. C'est là où les conventions vous permettront d'éviter les doubles impositions. Mais en revanche, si on se trouve dans une situation où le fisc français vous considère en droit interne résident fiscaux français et le fisc américain vous considère résident fiscaux américain, on va regarder le critère des centres des intérêts vitaux. Où est-ce que vous passez plus de temps? Où est-ce que vous avez le plus de patrimoine? Et c'est ça qui va être défini par rapport à la convention fiscale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 2 résidences fiscales. Mais attention, ne pensez pas que le fait de passer un petit peu moins de 6 mois en France va vous échapper à la résidence fiscale. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi regarder votre patrimoine. Et puis, il faut aussi regarder si vous passez plus de temps ailleurs. Donc, ce sont des critères qui sont quand même assez complexes. Mais j'insiste bien sur le fait que si vous avez le passeport américain, peu importe où vous êtes, vous serez résident fiscaux américain, quoi qu'il arrive. Et donc, vous pouvez être résident fiscaux français, résident fiscaux américain du fait d'avoir un passeport. Par contre, en revanche, dans tous les autres cas de figure, on ne peut pas être résident fiscaux de 2 pays, y compris même quand on a une carte verte d'ailleurs, on ne peut pas être résident fiscaux de 2 pays dans le cadre des conventions fiscales. Donc, il va falloir regarder le centre des intérêts où vous serez plus proche pour définir la résidence fiscale qui va s'appliquer, la française ou l'américaine. Très bien. Et la dernière question, c'est simplement, vous êtes 3 intervenants de 3 sociétés différentes. En travaillant avec l'un de vous, est-ce que vous pourrez bénéficier des 3 expertises? Alors, la réponse est oui, et ça dépend de vous. Si vous contactez n'importe quel de ces intervenants aujourd'hui, vous aurez la valeur ajoutée directement de l'intervenant. Et ce sera avec plaisir, évidemment, que pas mal de nos clients utilisent l'ensemble des 3 valeurs ajoutées. Je rappelle et je quote certains de nos clients. Vous êtes les 3 mousquetaires, d'une certaine manière, sur la problématique globale. Puisqu'en effet, en travaillant avec l'ensemble de ces 3 intervenants, vous aurez donc la meilleure stratégie patrimoniale à mettre en place, franco-américaine, qui va prendre en considération les aspects financiers, fiscaux, légaux. Vous aurez l'aide de Jade Fiducial sur cette problématique franco-américaine de fiscalité et ainsi de prendre des décisions avisées et avérées pour votre futur, et l'aide de chez Nouvelle Vie pour que vous ayez le montant qui vous est dû à la fois en France et aux États-Unis, de ne pas faire d'erreurs avec le web, etc. Donc, évidemment, ce sont 3 valeurs ajoutées complémentaires et c'est à vous de pouvoir faire le premier pas. N'hésitez pas. Je voudrais encore remercier l'UFE
pour Oui. la mise en place de cet événement. Philippe, qui a dû malheureusement nous quitter un petit peu précipitamment, mais évidemment, n'hésitez pas à nous joindre tous les trois et on se fera un plaisir